J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Stéphanie, enchanté de te rencontrer et surtout très heureux de pouvoir t'accueillir à Alors c'est quoi ton histoire. Et on va commencer par un clap, toujours. Moi aussi je clappe. Ouais, vas-y, tu peux le clap avec 1, 2, 3. Oh, super synchronisation. On grandit tous avec une histoire et la famille, l'éducation, l'enfance constituent des fondations qui peuvent autant, je pense, nous détruire et nous construire. On dit souvent que la famille, ça va être sacré, ça va être un refuge, mais qu'est-ce qui se passe quand ce sanctuaire devient alors le lieu de nos premières blessures, de nos premières cicatrices, le lieu où, au lieu d'avoir des mots qui sont censés nous protéger, ça va être des mots qui se transforment en armes, en peur, en crainte, en haine aussi. Comment on fait pour se relever de ces situations? Parce que aujourd'hui, on hérite bien plus que le sang, bien plus que des traits de nos parents. On porte aussi leurs rêves inachevés, leur colère refoulée. On prend tout cet héritage. Comment on fait ensuite pour briser ce cercle, pour transformer cet héritage en force? Comment on prend le contrôle de son histoire quand on a l'impression que cette histoire est écrite par d'autres personnes? C'est pour ça que j'ai voulu discuter avec toi, comprendre un petit peu comment ça se passe dans certaines têtes des personnes que tu peux accompagner et surtout d'où ça vient pour toi. Pour permettre aux auditeurs de pouvoir comprendre d'où tu viens, ce qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui et comment tu t'investis dans la vie des gens. Et je vais te laisser te présenter donc au travers de ces questions que je vais te poser pour que les personnes puissent comprendre qui j'ai en face de moi et comprendre avec qui je suis en train de discuter, qui est-ce qu'ils vont écouter. Alors, t'es prête? Oui. Ton prénom? Stéphanie. Ton âge? Oh, 42. C'est le wow, c'était ça. C'était le... Pourquoi je veux dire 27 ans? Parce que t'as vu un 27 traîner quelque part, ouais. Ouais, c'est pour ça. Ta profession aujourd'hui? Je suis coach de vie. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2017. Ton petit plaisir coupable aujourd'hui? Alors, vraiment, encore, je sais pas pourquoi j'ai chocolat, mais c'est même pas ça qui vient en premier, mais après, c'est mes enfants. Ouais. C'est pas coupable, c'est juste du plaisir. La raison ou les émotions? Émotion. Ouais. Et pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très branché émotion et que je suis mon intuition qui est connectée à mes émotions plus que ma raison. D'accord. Mais souvent, ma raison derrière trouve du sens à mes émotions. Introverti ou extraverti? Extraverti. Ouais. Et ça a toujours été le cas? Et qu'est-ce qui te pousse à dire extraverti? Non, j'étais plutôt timide enfant. J'étais plutôt parce que pas en confiance avec mon environnement. Et en grandissant, c'est après voilà, c'est extraverti, c'est le premier truc qui me vient parce que je suis pas, j'aime bien l'autre, j'aime bien aller dans l'autre, vers l'autre, voilà, j'aime bien découvrir l'autre. Voilà. J'ai cette, si je vais dans une soirée et que je parle avec des gens, ça va m'énergiser, donc c'est pour ça que je vais identifier l'extraversion. Mais de la même manière que je vais avoir besoin de mon temps de solitude quand c'est nécessaire et je vais aussi m'y retrouver. Je pourrais pas par exemple travailler dans un moi, je suis coach chez moi toute la journée, je coach des gens, mais je suis chez moi, voilà. Je pourrais pas être dans un environnement où, par exemple, une salle de classe, pour moi, c'est lunaire pour moi de être présent. C'est vraiment une histoire d'énergie et de, je sens, parce qu'avant de faire du coaching, je faisais de la formation professionnelle, donc j'étais en dynamique de groupe, beaucoup trop souvent. Et je sentais vraiment mon énergie sortir par mes yeux, voilà, sortir, vraiment fuir, parce que j'ai besoin de ce temps aussi de solitude. Voilà. J'ai vraiment ces deux qui cohabitent en même temps. Pardonner, tourner la page ou se détacher? Se détacher. Parce que se détacher, ça veut dire avoir retiré tout l'émotionnel de ce qui faisait que tu étais encore attaché.
D'accord. Donc pour moi, c'est entre les 3 propositions, c'est ce qu'il y a de plus, beaucoup de logique avec, bah, tu as compris ce qui s'est passé, tu as compris pourquoi ça s'est passé, tu as compris éventuellement le comportement de l'autre et toi, tu as retiré ton émotionnel de tu as géré ton émotionnel, en fait, tu as pris la responsabilité de ton émotionnel. Donc bah, c'est pour ça que Ouais. tu peux avancer. Et dans quelle mesure, toi, tu dis qu'il faut se détacher? Du moins, de manière très concrète, comment ça se présente, se détacher? Est-ce que, il y a un comportement? Comment ça se manifeste au niveau du comportement, par exemple? Bon, forcément, quand tu m'en parles, moi, je pense tout de suite à la relation aux parents. Ouais. Se détacher, d'une loyauté parentale, bah, c'est enfin, comprendre pourquoi le parent a été comme il a été, Mmh. ne plus avoir d'attente envers ce parent, parce qu'aujourd'hui tu es adulte, donc tu plus, il a plus ce rôle de parent dans le sens, prendre soin, Mmh. répondre à tes besoins émotionnels et matériels. Donc bah, du coup, tu te détaches, pas dans le sens tu n'aimes plus, mais dans le sens, il y a plus cette attente qui t'accrochait et qui faisait que, bah, ça crée de la douleur, ça crée de l'émotionnel qui n'est pas utile parce que il y a plus de sens aujourd'hui à avoir ces attentes envers tes parents qui n'ont plus ce rôle-là de parent. Mmh. Donc voilà, ça anticipe peut-être un peu sur la discussion. Ouais, on va pouvoir en discuter, Ouais. clairement. Dire la vérité, quitte à ce que personne ne te croie, ou mentir et tout le monde te croit? Dire la vérité, personne te croit. Et en fait, moi, j'ai une réponse entre les 2, c'est parce que je suis très, j'ai une énorme attention à mon énergie. Ouais. C'est que si ça en vaut la peine énergétiquement, enfin vraiment de mon énergie, je vais dire la vérité. Mmh. Si les gens me croient ou pas, m'en fous, c'est mon truc quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Mmh. Et si je vois que non, ça c'est pas la peine de mettre mon énergie là-dedans, pour moi c'est pas un mensonge, c'est juste, bah, je dis rien en fait. Ouais. Ouais. J'omets de partager l'information. Voilà. Est-ce que il y a des circonstances, selon toi, où, vaut mieux cacher d'où on vient, Mmh. ou plutôt, pour toi, c'est toujours bien de dire d'où on vient? Encore une fois, c'est une histoire d'énergie. C'est Mmh. que il y a merde, t'as pas le choix de qui tu es, d'où tu viens, par où t'es passé. Voilà, c'est à toi d'assumer. Mais ce que t'as pu traverser, d'où t'as pu venir, ça t'appartient. Mmh. Donc, est-ce que tu vas le partager au premier venu? C'est à toi de décider quelles informations tu donnes ou pas au quotidien. Donc, c'est vraiment ta responsabilité de dire, enfin, et ça va pas être noir ou blanc. Ça va dépendre des contextes, ça va dépendre de la relation avec la personne, le type de relation, Ouais. la confiance que tu vas avoir dans la personne. Donc, derrière, c'est vraiment une histoire de responsabilité de moi, mon histoire, elle est comme elle est. Moi, je peux pas la changer. J'ai pas le choix. Je suis passée par là, donc voilà. J'assume et je l'accepte. Et je donne l'information que je juge nécessaire au moment donné. Quel est le mot, pour toi, qui pourrait, résumer ton enfance? Ah bah, le premier qui vient, c'est vide. Le vide de connexion, le vide de relation émotionnelle avec mes figures d'attachement, avec les personnes qui étaient responsables de moi quand j'étais enfant. D'accord. Et ouais. On va pouvoir en discuter aussi. Qu'est-ce qui, pour toi, tu voudrais déconstruire, pour parler de réussite ou, d'amélioration, d'avancée, d'évolution? Mmh. Alors, le premier, c'est la perfection. Mmh. Le besoin de tout faire parfaitement pour pouvoir faire des choses. Et ça vient énormément de nos parents, bien évidemment, mais aussi de l'école, Mmh. dans le sens où on n'est pas, alors oui, on est censé apprendre de nos erreurs, mais en fait, à l'école, la note, c'est la sanction. Mmh. Donc j'ai appris, je prouve l'étendue de mon apprentissage et j'ai une sanction. Et donc si t'es sanctionné et que en fait peu importe la note, alors si t'as une bonne note c'est bon, t'as appris, c'est bien. Donc si t'as fait bien du premier coup, waouh super. Mmh. Si t'as fait mal, ah bah t'es une merde. Ouais. Donc t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. C'est ça que la note elle nous apprend en fait à l'école. Et c'est ça qui est terrible parce qu'on est, on va parler pour les Français en tout cas qui grandissent dans ce système. On a tous été conditionnés à la note et du coup, on n'a pas appris à apprendre. Mmh. Parce que l'apprentissage, ça n'est qu'une succession d'erreurs. Mmh. Quand le bébé il apprend à marcher et qu'il se casse la gueule, voilà, qu'il se fait un bleu, ses parents ils vont pas lui dire mais t'es nul, tu es tombé, enfin ça va pas. Donc sauf qu'après on grandit et les attentes envers l'enfant changent, Mmh. comme par exemple avec l'école.
Donc, on ne nous apprend plus à apprendre après. On nous apprend plus à faire des erreurs. Ça veut pas dire encourager. C'est pas encourager l'erreur, c'est qu'est-ce que cette erreur t'a appris t'as appris. Qu'est-ce que tu apprends de cette erreur? Ou qu'est-ce que tu n'as pas encore appris? Tu vois, donc, il faut vraiment réussir une fois devenu adulte à décorréler sa valeur avec l'erreur qu'on vient de faire. Parce que c'est pas parce que t'as fait une erreur que t'es une merde. T'as fait une erreur parce que il y a un truc t'as des informations qui te manquent. Et en fait, cette erreur, c'est génial parce qu'elle vient te montrer quelles informations il te manquent. Donc, quand tu comprends ça, et vraiment l'entrepreneuriat, ce n'est que ça, ce n'est qu'une succession d'erreurs et donc de collecte d'informations. Quand tu comprends ça, bah, t'arrêtes d'être bloqué par « Oh mon Dieu, je suis nul, je peux plus rien faire, je suis bloqué, je suis figé, le système nerveux. » On en reviendra plus tard. Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est que j'ai encore des trucs à apprendre sur ce sujet. Let's go. C'est totalement vrai. C'est quelque chose que j'ai constaté plus tard aussi, parce que quand je suis arrivé en France à 6 ans, je suis allé en CP. Et parfois, on te donne une note, on te donne pas l'explication de ta note. Et c'est quelque chose qui reste aussi ancré après, parce que tu te dis, bah en fait, si je fais ça, vu que tu as peur, et même pareil, les QCM où on t'enlève des points parce que tu t'es trompé, ça, je pense que ça te conditionne à avoir la crainte de l'erreur, parce que tu te dis, bah, ça se trouve, je vais me tromper, et si ça se trouve, je vais me tromper, bah, en fait, je le fais pas, parce que j'ai peur de cette potentielle erreur, de cette potentiel échec. Alors que, bah, si ça se trouve, tu vas y arriver. Et ça, tu le sais pas forcément. Le conseil que tu as reçu, qui t'a été le plus bénéfique, selon toi? Non, alors, je rigole parce que il y en aurait plein, mais et en même temps, comment dire, je suis coach, donc je conseille pas les gens. Je pointe les inconsistances, les incohérences chez eux, et je me garde bien de donner des conseils. J'explique juste des logiques. Donc j'ai beaucoup de mal avec le conseil parce que souvent c'est teinté de peur. Ça peut être teinté de peur. Moi, j'aime écouter les gens partager leur expérience. Ça, j'adore. Mais quand quelqu'un me donne un conseil à moi spécifiquement, je suis ok, j'écoute, mais ça vient d'où chez toi? Tu vois, je veux plutôt me concentrer sur ça vient de quel endroit chez toi? Parce que quand j'ai commencé, il y a 10 ans, ma journée entrepreneuriale, j'ai écouté des conseils et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est juste tes peurs en fait. Tu es juste en train de me transmettre tes peurs et j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà les miennes à gérer, donc merci. C'est bon, j'ai pas besoin des peurs des autres. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que d'ailleurs que j'adore le coaching, parce qu'en fait le coaching ça t'amène à te poser les bonnes questions. Et je crois que c'est Tony Robbins qui disait ça. La qualité des questions que tu te poses va engendrer la qualité de la vie que tu crées. Tu vois. Donc j'adore cette capacité à reprendre le pouvoir sur toi-même en te posant les bonnes questions, et je préfère que quelqu'un me pose les bonnes questions plutôt que me donne des mauvais conseils. C'est bien ça. Le mettre en ça sera dans un short, ça sera dans Mais oui, totalement. Et puis les personnes qui donnent des conseils, et effectivement, il y a certainement dans ta vie à toi des éléments dont ils ignorent l'existence, et donc ils donnent un conseil sur des faits qu'ils pensent connaître, mais en fait c'est pas forcément avéré. C'est pas forcément, ils ont pas forcément tous les éléments, et forcément, le conseil peut être à côté de la plaque. Si tu pouvais revivre un seul jour aujourd'hui, quel jour tu choisirais? Tu vois, quand j'y pense, ça m'émeut, c'est quand je suis devenue maman. C'est le jour où j'ai tenu mon fils dans mes bras. Et j'ai une fille aussi, donc si jamais elle me regarde dans 10 ans, cette interview, ça peut qu'elle soit moins importante que lui, mais la naissance de mon fils, c'est ce qui a fait de moi une maman en fait. C'était le premier. Qui a fait dévier la trajectoire de ma vie, quoi. On va pouvoir aussi en discuter. Super. C'est aussi ça le but de ce format, c'est aller chercher aussi ce qu'il y a au fond des gens. Si tu pouvais dîner avec quelqu'un aujourd'hui, de vivant ou de mort, avec qui tu dînerais? Alors là, je n'ai aucune idée de la réponse à cette question. Ça se trouve, ce sont des choses auxquelles tu as pensé il y a fort longtemps? Non, je suis en train de réfléchir à ce que j'avais lu récemment, et je suis en train de lire la biographie de Max Gallo sur Napoléon. D'accord.
Et ouais, j'aimerais bien, si je pouvais avoir une discussion avec Napoléon, ça serait bien cool, ouais. D'accord. De comprendre qu'est-ce qui, dans son enfance, parce que la biographie est très, enfin, c'est très romancé, donc t'as une idée un peu des traumas qu'il a pu vivre, mais qu'est-ce qu'il a pu vivre à ce point-là pour de devenir l'homme qu'il est devenu et avoir le drive qu'il a eu toute sa vie. Qu'on l'aime ou pas, hein, c'est pas le sujet mais les faits sont les faits. Ce qu'il a créé, c'est de l'ordre de ce que César a créé au temps des Romains, quoi. On est encore dedans aujourd'hui, on vit encore dedans aujourd'hui. Notre loi est encore régie par des lois qui datent de Napoléon. Donc je trouve ça fascinant, ce qu'il a construit et parce qu'il y a toujours un moteur à l'intérieur. Tout ce que quelqu'un peut créer dans sa vie, il y a quelque chose derrière qui le lead. Il y a un truc. Donc, comme on parle de mon fils, voilà, il y a un truc dans la maternité qui a fait que ça a créé ce feu en moi. Et donc je me demande qu'est-ce que lui il a bien pu vivre pour pouvoir être l'homme qu'il est devenu et avoir fait tout ce qu'il a fait derrière, qui était juste colossal, quoi. Ouais. Donc il y a du sacré trauma. Là, cette fois-ci, je vais te proposer des phrases, plutôt les débuts des phrases, et je vais t'inviter à finir ces phrases-là et les mettre en résonance avec ton histoire à toi. Donc, finalement, m'expliquer pourquoi tu as fini la phrase de cette manière-là. Ok? La douleur est nécessaire. Et pourquoi? Parce qu'elle est un symptôme de quelque chose qui est là. Donc, s'il y a de la douleur, c'est qu'il y a quelque chose en dessous à comprendre et à libérer. La peur est passagère. C'est que il y a plein de raisons d'avoir peur dans ton quotidien. Il y a plein de choses qui font peur. Mais tout est passager de toute manière. La vie est passagère. Donc, soit tu choisis de rester dans ta peur, soit tu lui parles, tu l'écoutes, tu l'adoptes, tu la domptes, et tu lui permets de circuler. Et à quel moment, toi, tu t'en es rendu compte? C'est pas un truc du jour au lendemain, mais c'est une fois que je mets en place ma méthode de libération des traumas, je me rends compte que ce qui me criblait, ce qui m'handicapait, qui me figeait d'anxiété auparavant, c'était un système à l'intérieur de moi qui était, on reviendra dessus, hein, mais qui s'était figé, voilà, pendant mes années de construction, et que d'aller à la rencontre et de me parler dans mon quotidien. Une fois que j'ai compris tout ce qui se passait à l'intérieur, parce qu'avant c'est plus compliqué, on reviendra dessus. C'est juste qu'il y a une partie de moi qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, qui a peur, et qui a juste besoin qu'on vienne lui parler et qu'on vienne la rassurer. Donc c'est pour ça que la peur est passagère. C'est que quand tu comprends ce qui se joue véritablement à l'intérieur de toi, il suffit d'aller l'adresser, et la peur circule. Devenir parent, parce que tout à l'heure tu t'en as parlé, quand la première fois que tu es devenue maman, devenir parent, c'est challengeant. Ouais. Et dans ton quotidien, qu'est-ce qui t'a permis de réaliser ça? De prendre conscience de ça? Un enfant dont tu es responsable à H24 pendant 18 ans. Voilà, en fait, je me demande est-ce que je rentre dans cette explication-là ou pas. L'enfant, il te demande, tout comme l'entrepreneuriat, contrairement au salariat, d'être responsable émotionnellement. Je dis pas matériellement. Je sais que les gens qui nous regardent, qui sont parents, voilà. Du temps, matériellement, ça va, c'est pas le souci. Le problème, c'est qu'on fait pas la différence entre le matériel et l'émotionnel, parce qu'on n'a pas appris. Être responsable émotionnellement, ça veut dire que je suis responsable de mes émotions et je vais apprendre à mon enfant à l'être aussi. L'enfant n'est pas capable d'être responsable de ses émotions parce qu'il n'a pas le circuit neuronal pour le faire. Tu t'en parlerais mieux que moi. Donc, je suis responsable de ça. Sauf que la plupart des gens, les parents, ne comprennent pas cet enjeu-là. Et en fait, quand leur enfant leur fait avoir des émotions, ils pensent que c'est la faute de leur enfant. Donc, je dis que c'est challengeant parce que l'enfant, il vient mettre en lumière tout ça. Donc, soit tu perpétues ce que tu as reçu, c'est-à-dire l'immaturité et l'irresponsabilité émotionnelle. Donc, ça n'est pas ma faute, c'est la faute de mon enfant si je suis même fatiguée ou énervée. Non, c'est ma responsabilité. Lui, c'est un être qui est irresponsable. Non,
dans tous les sens du terme. Et moi, je porte sa responsabilité jusqu'à ses 18 ans. Et comme je vous ai expliqué, la plupart des gens ont été éduqués par des parents irresponsables émotionnellement, qui ont mis la charge du poids de la relation émotionnelle sur eux. Et donc c'est pour ça qu'une fois adulte, bah mon Dieu, non, je peux pas être responsable parce que c'est trop lourd, je peux pas le porter, c'est trop dangereux. Ouais. Et donc on va le reporter sur les autres. Et soit quand tu deviens parent, tu te rends compte de cette incohérence, soit tu le reproduis. C'est vrai que tu as pointé du doigt quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup, c'est être prêt émotionnellement à être parent. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de parents qui se disent « Ok, j'ai envie d'avoir un enfant. » C'est une envie. J'ai envie d'avoir un enfant. Et puis, matériellement, j'ai les moyens d'avoir un enfant. Et il s'arrête là. Ce qui fait qu'il ne se projette pas sur l'éducation de l'enfant. Comment je vais éduquer l'enfant quand telle situation va se présenter. Même discuter avec le papa, le futur papa à côté, la future maman à côté, partager ensemble cette envie-là, ce souhait de devenir parent, mais en plus de ça, la manière qu'on va avoir d'éduquer cet enfant. Et comme c'est quelque chose qui est pas mal délaissé, de mon point de vue, je trouve, bah forcément, ça a des conséquences. Forcément, il y a des effets derrière qu'on ne maîtrise pas forcément. Et je suis même arrivé à me demander, est-ce que ça serait pas pertinent, en fait, d'avoir une sorte de permis d'avoir un enfant? C'est-à-dire que faire passer, je ne sais pas, une formation, un test, c'est pas donner des conseils ou des directives, mais plutôt poser les questions et donner ces questions-là, planter ces graines-là dans les têtes des futurs papas, des futurs mamans, pour qu'ils se posent des questions quand le moment va arriver ou même avant de procréer, se dire en fait si l'enfant fait ça, est-ce que je dois réagir comme ça? Est-ce que même moi-même je me connais assez pour pouvoir faire ça, etc. Qu'est-ce que t'en dirais toi? Le fin de l'humanité. Hein, on plus le game, hein, c'est bon, on peut s'arrêter là, les gars, c'est terminé. Parce que, en fait, la plupart des gens, c'est même pas la majorité, c'est 99% des gens, ne sont pas, parce qu'il y a cette peur de, quand j'étais enfant, on m'a mis une responsabilité émotionnelle sur le dos et j'étais pas en capacité de la gérer. Donc aujourd'hui, laissez-moi tranquille. Donc la plupart des gens ne veulent pas prendre cette responsabilité émotionnelle. Donc leur dire, en leur faisant passer un test, de dire, bah vous n'êtes pas prêt parce que vous n'êtes pas en responsabilité émotionnelle, ce serait ça. Hein, enfin moi, si je devais faire passer un test, ce serait ça. Hein. La plupart des gens vont échouer. Donc du coup, bah personne ne fera plus progrès. Ouais. Ce qui se passe aussi, c'est que le fait d'être parent va te mettre face aux choses. Donc, parfois, de vouloir anticiper des problématiques, c'est un peu comme les parents hélicoptères qui vont prévenir leur enfant de se faire mal, et du coup, qui vont priver leur enfant d'apprendre la confiance en soi, je fais mal et je me relève et j'apprends que la prochaine fois je ferai attention quand il y a un objet au milieu du chemin, je lèverai plus haut le genou. Tu vois. Donc l'humain apprend par l'expérimentation. Enfin, tout le monde, tous les animaux aussi, on apprend tout. Il y a l'inné et l'ex, bref. Mais voilà, on apprend par expérimentation. En tout cas, l'humain, je m'en contenter à ce que je connais, l'humain apprend par expérimentation. Donc si tu lui enlèves l'expérimentation, il peut pas apprendre ce que tu vois. Donc voilà, et c'est comme ça aussi moi pourquoi l'idée de devenir parent m'émeut, c'est que ça m'a mis sur ce chemin-là. J'étais complètement irresponsable avant. Complètement irresponsable et j'étais même narcissique, donc c'est pour dire que narcissique, ça veut dire que c'est un trouble qui fait que c'est impossible d'être responsable de quoi que ce soit. Et bon, je sais pas si tu veux que je rende les détails du narcissisme ou... Carrément. Ok. Donc, le narcissique, il a tellement une conscience de lui-même, de son identité propre, de son soi, honteux. Il a tellement honte de qui il est qu'il a dû construire un masque comme une forteresse entre lui-même et l'extérieur pour ne pas donner à montrer qui il est véritablement à l'intérieur. Donc, en fait, quand tu as un narcissique en face de toi, c'est pas je me la pète comme on pourrait le croire généralement. L'image qu'on a du narcissique, s'il y en a, c'est le narcissique grandiose, mais il y a d'autres formes de narcissique qui sont beaucoup plus discrètes et qui se perçoivent que quand éventuellement tu côtoies de près la personne, mais c'est quand même assez dur à identifier. C'est vraiment compliqué à identifier le narcissisme parce que la personne se cache en fait. Tu dis pas hello, je suis une grosse narcissique. Non, tu vois, personne n'est comme ça. Et
il y a des signes qui montrent, qui vont dire tiens, il y a un faisceau de signes qui va faire que tu vas pouvoir dire tiens, cette personne est probablement narcissique. Mais c'est voilà, parce qu'il y a une capacité d'adaptation à l'autre chez le narcissique qui, je vais te donner, je vais te donner exactement ce que je pense être nécessaire pour que tu m'aimes, pour que tu m'apprécies, pour que tu me trouves comme j'ai besoin que tu me trouves. Donc il y a cette partie, je suis complètement coupée de l'extérieur et de moi-même aussi. Je suis en posture de victime. Une grande posture de victime chez le narcissique. C'est jamais ma faute, c'est la faute des autres. Victime persécuteur. Sauveur aussi parfois chez le narcissique altruiste. Je vais sauver les autres pour donner une bonne image. Et comme voilà, du coup je suis une victime. Enfin, bref. Donc il se balade comme ça dans le triangle dramatique, le narcissique. Et il y a ce truc et donc aucune prise de responsabilité, jamais aucune, c'est pas possible, c'est pas pour moi. C'est fou que tu arrives à en parler aussi librement, surtout le recul que tu as pris pour dire j'ai été narcissique et ensuite j'en ai pris conscience parce que aussi je suis devenu mère et qu'il fallait que je change certaines choses. Quel a été pour toi le déclencheur et à quel moment, qu'est-ce qui t'a permis de prendre conscience de ça? Alors en fait, quand t'es dans ton triangle de Karpman, c'est très dur d'en sortir. Faut que ce soit quelqu'un d'extérieur qui te fasse miroir de tiens, tu serais pas un petit peu en posture de victime là. Donc quand t'es dedans, c'est très confortable dans son inconfort le triangle de Karpman, c'est-à-dire que c'est des postures sauveur, victime, bourreau, persécuteur qui te protègent, qui protègent ton ego, qui protègent ton identité, qui viennent te dire par exemple pour la posture de victime, moi j'ai rien à me reprocher parce que moi je fais tout bien. La victime c'est pas oh mon Dieu pauvre de moi, c'est pas aussi simple que ça. Généralement c'est plus moi j'ai fait tout ce qu'il faut pour que les choses aillent bien. Par exemple dans le couple très basique comme situation. Moi je fais le ménage, moi je me sacrifie, moi je me lève la nuit pour donner à manger et l'autre il fait rien. L'autre c'est un méchant. Mais en fait quand je fais ce que je fais, comment dire, par exemple, je fais à manger, et pendant que je fais à manger, je dis, c'est pas vrai, ça, c'est vraiment un enfoiré. Mais par contre, je lui dis pas, en ce moment, vraiment, je suis sous l'eau, je suis fatiguée, je partage pas mon besoin. Parce que si je partage mon besoin, du coup, je suis plus en posture de victime. Parce que du coup, il pourrait m'aider. Donc, je vais partager mon besoin, mais de manière bourreau. Depuis l'espace de bourreau. Donc, je vais agresser l'autre. Mais c'est légitime que j'agresse l'autre puisque je suis victime. Donc, j'ai le droit d'agresser l'autre. C'est ça la logique du triangle. C'est que je légitime mes comportements qui sont pas OK parce que je suis dans ces postures-là. Je peux me plaindre parce que je suis en posture de sauveur, mais parce que je donne tellement d'énergie aux autres, et ils me donnent rien. Mais c'est dégueulasse. Mais ils t'ont rien demandé les autres en fait. Tu vois tu anticipes les besoins des autres alors que les autres ne t'ont rien demandé. Donc il n'y a pas de plainte derrière. Donc c'est pour ça que comment tu sors du triangle de Karpman, prise de responsabilité, on va y revenir 500 fois, mais vraiment c'est la base. Et pour pouvoir en sortir, généralement, il faut que l'extérieur vienne te faire miroir. Mon miroir, ça a été mon conjoint, qui lui, il refusait catégoriquement de rentrer dans mon triangle. Et il me disait, mais arrête de me prendre la tête, arrête de me gaslighter. Enfin, il me disait pas avec ces termes-là, mais il me disait, en gros, je retournais le cerveau pour rester dans la posture de victime et pour que ce soit lui qui soit mon bourreau. Moi, je voulais que ce soit dans mon histoire, il fallait que ce soit mon bourreau. Mais lui, il voulait pas. Donc, il n'y rentrait pas. Donc, ça me faisait péter des câbles. Et du coup, je le poussais à bout pour que lui pète des câbles. Tu vois, t'es mon bourreau, je te l'avais dit. Tu vois, tu viens de confirmer. Mais je le poussais à bout, donc c'est normal à un moment donné, qu'il réagisse comme ça. C'est ça la logique du triangle et du narcissique, c'est on pousse l'autre dans ses retranchements, ou autre, mais pour pouvoir en extraire ce dont on a besoin pour pouvoir se maintenir dans son triangle. Donc, à un moment donné, j'étais en train de perdre mon couple, ma famille, puisque à une époque j'avais avec mon fils, et donc l'endroit où je vivais. J'avais le sol qui s'est en train de s'effriter sous mes pieds. Donc j'étais face à moi-même à me dire, soit tu continues à aller chercher ta posture de victime, soit t'arrêtes. Voilà. Mais en termes d'ego, c'est chaud. C'est très chaud. D'en arriver à ça, d'avoir quelqu'un en face de toi qui ait cette capacité-là, qui fasse barrière. Ou c'est ce que je fais avec mes clients au quotidien, je leur montre, tu vois, je pense à mon groupe de coaching où les filles me partagent là où elles en sont. Là, je dis là il y a posture de sauveur, là il y a posture de victime, là t'es victime de toi-même, tu vois. Donc voilà, il faut avoir un œil extérieur et il faut avoir cheminé suffisamment dans son travail sur soi pour avoir l'espace intérieur de dire ok, j'entends ce que dit cette personne, parce que avant que j'en arrive à entendre ce que me disait mon conjoint, j'en ai passé des années.
On sait. Et aussi un truc pour identifier le triangle de Karpman, c'est les schémas répétitifs à l'infini. Donc, quand tu as le même conflit qui ne se résout jamais et qui revient en permanence, qui est latent, en fait, qui est toujours là, c'est que il y a un triangle quelque part. C'est très important, effectivement, ce que tu dis, le fait d'avoir quelqu'un qui te fasse miroir et qui te dise, en fait, là, ça va pas, je suis pas d'accord avec ce principe-là, etc. Mais quand tu es devant une personne, que ça soit ton mari ou du coup ta conjointe, comment ça se passe si cette personne-là, justement, ne veut pas voir cette réalité-là, ne veut pas admettre cette réalité-là? Comment ça se passe selon toi? Fin de l'humanité, non, mais non, mais en fait, c'est ce qui se passe la plupart du temps quand j'accompagne 90% de mes clients sont des clientes, sont des femmes. Ce qui se passe, c'est que elles entreprennent le travail sur elles commencent à prendre leurs responsabilités, donc reprennent leur part. On est dans un couple, il y a 100% de responsabilité. Enfin, chacun porte 100% de sa responsabilité. Donc, elle reprend 100% de sa responsabilité. Sauf que l'autre, il continue à lui mettre 100% de sa responsabilité sur son dos, elle. Donc, elle commence à dire, alors, non, en fait, ça va pas être possible. Donc, non, je te rends ta part. Et l'autre dit, non, avant, tu prenais ma part. Donc, continue à prendre ma part. C'est pas possible que tu prennes pas ma part. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit l'autre, il a un déclic, il dit ok, soit je continue comme ça et on va s'arrêter là et j'ai pas envie, soit je me remets en question et oh tiens, c'est quoi son Instagram cette coach là? Donc il commence un peu à regarder, voilà. Et éventuellement ils se mettent à faire le travail avec moi, avec quelqu'un d'autre, c'est pas le sujet, mais voilà, il commence à se remettre en question, à dire ok, moi de mon côté, je prends mes responsabilités. Soit le fait que l'autre la cliente dise toi prends ta responsabilité, où il lui explique pourquoi, l'autre dit ok, je commence à comprendre que voilà, je suis pas clean sur certains endroits, il commence à se remettre en question, il a cette capacité-là. Trop bien pour le couple, super, vous allez avancer. Les 2 premiers cas, trop bien. Dernier cas de figure, ce que tu m'as dit, il veut pas, il a pas envie, c'est pas confortable, il est pas prêt, c'est pas le moment. Fin du game. Ouais. Et dans le cas des parents, où t'as une maman, un papa à qui tu dis toutes ces choses-là, regardez, voilà, là je suis pas d'accord avec ça, ou alors tu t'es conduite de telle ou telle manière, qui ne coïncide pas aujourd'hui avec mes principes, mes valeurs, etc. Et que cette maman-là, ce papa-là narcissique ne veut pas ouvrir les yeux sur ces choses-là, comment on s'y prend? Comment tu t'y prends pour lui faire prendre conscience qu'il y a un problème? Alors première étape, c'est que tu poses tes limites. Alors, déjà, parenthèse, tu ne le feras jamais changer. Ne pas absolument pas du principe qu'il pourra changer. C'est plié d'avance. Tu mets ton énergie dans une entreprise qui va aboutir à l'échec. Donc, pars toujours du principe que la personne que tu as en face ne changera pas. Il y a vraiment de l'ordre de la loterie, quoi. Depuis que j'ai accompagné des centaines de personnes, j'ai peut-être eu 1 ou 2 parents. J'ai entendu mes clientes me rapporter que leurs parents s'étaient remise en question et voilà, il y a 1 ou 2 clients. Et le pire, c'est que ça ne change rien à leur situation à mes clientes parce que c'est trop tard en fait. Même si le parent a pris conscience, les dommages ont été faits, la construction est faite. Les séquelles sont là. Voilà, c'est ça. Donc de toute manière, c'est sympa de pouvoir avoir d'autres discussions avec son parent, mais voilà. Donc 1, c'est rare et 2, ça changera rien à ton problème. Super. Tu remets tes limites, il les respecte pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes distances. Voilà, tu lui dis, tu lui dis, écoute, si t'es pas en capacité de respecter mes limites, moi, j'ai pas à supporter la relation si toi, tu n'es pas la capacité de me respecter dans la relation. Ça, quand je parlais tout à l'heure de loyauté parentale, c'est très compliqué quand il y a le poids de cette loyauté parentale qui te pèse dessus, qui vient de ta construction, des conditionnements que tu as reçus dans ton enfance, mais qui vient aussi de la société qui est très fortement portée encore aujourd'hui, malheureusement, dans la société tu devras honorer ton père et ta mère, qui vient de la Bible, mais qui est très mal compris, dans le sens où ça veut pas dire devoir tolérer tous les abus et les dépassages de limites de la part de tes parents parce que ce sont tes parents. Tu vois, c'est oui, bien sûr, tu honores les personnes qui t'ont mis au monde, c'est évident, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'en fait sinon c'est la porte ouverte à toute forme de relation abusive. Tu vois, parce que tes parents t'ont donné ça, t'ont donné la vie, du coup c'est OK, ils peuvent t'abuser, il y a aucun souci, ils peuvent t'exploiter, ils peuvent te maltraiter, c'est cool. Non, non, c'est pas logique. Donc tu ne dois rien à personne déjà. Tes parents, ils étaient responsables au moment de ta conception et de ta naissance, donc ils ont pris la responsabilité de te mettre au monde. Aujourd'hui, ils ont plus ta responsabilité, c'est toi qui es responsable de toi. Donc toi, t'es pas responsable de répondre aux besoins émotionnels de tes parents, encore moins
Jamais, en fait. C'est pas une fois que t'es adulte, c'est jamais. T'es jamais responsable de devoir répondre aux besoins émotionnels de tes parents. Et encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure, t'as été conditionné dans l'exact inverse. Tes parents n'étant pas responsables, étant irresponsables, ils t'ont mis le poids, et donc toi, tu te construis, tu continues avec ta petite loyauté à te dire, ah mais moi, si je peux pas faire de mal à mes parents, faire de mal, ça veut dire, je peux pas ne pas répondre aux besoins émotionnels de mes parents. Faire de mal, c'est la croyance avec laquelle qui t'ont induite. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important là que tu dis, c'est le fait d'avoir cet attachement en même temps à ses parents, ou du moins à ce consensus qui dit tu dois être loyal à tes parents, tu dois honorer tes parents, etc. Du coup, certaines personnes éprouvent peut-être plus de difficultés à devoir prendre cette distance-là, ce recul-là, et se dire en fait, même si je veux moi le faire, en fait eux ils le font pas. Et surtout, ce que tu dis aussi après, c'est moi, je dois pas quelque chose de particulier à mes parents, parce que c'est eux qui ont décidé de me faire naître. Et effectivement, quand tu nais, en soi, tu choisis rien, toi. T'as un petit spermatozoïde, un ovaire, un ovule. T'as rien choisi du tout. T'as pas conscience de ça. Deux personnes se sont réunies pour te donner naissance, et normalement doivent assumer du coup ce choix-là. Et assumer ce choix-là, ça veut dire que c'est pas c'est pas rendre responsable de ce choix l'enfant qui va naître. Et pour ça, j'avais quelques phrases sur lesquelles je voulais que tu rebondisses, même si tu as déjà commencé là. C'est les parents qui disent tant que tu vis sous mon toit, tu fais ce que je te dis et tu te plies aux règles. Au secours. Au secours. Je l'ai entendu cette phrase. Hein. C'est terrible pour l'enfant parce que ça crée un climat d'anxiété horrible, parce qu'en fait, si tu vis sous le toit de ton parent, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas de toit. Donc en gros, t'as 7 ans, t'es SDF. Super. En fait, le parent te fait comprendre que si tu ne respectes pas les règles, tu n'as plus de chez toi. Le message, c'est ça. Hein. C'est hyper violent pour un enfant. C'est de l'adultisme. C'est le parent qui vient projeter sur l'enfant sa toute puissance, sans prendre en compte vraiment aucune prise en compte du ressenti, du vécu et du point de vue de l'enfant. Quoi, maman, t'es en train de me dire que si je t'écoute pas, ou si j'exprime mon point de vue, tu vas me rejeter et je vais mourir. Parce que c'est ça, hein. Si ton parent te rejette, pour le petit enfant, la perception du petit enfant, c'est la mort. Ouais. Oui, c'est terrible de dire ça à son enfant. Parce qu'à ce moment-là, il est pas autonome ni financièrement, ni au niveau de la localisation, de la situation, etc. Et puis il y a une autre phrase aussi, les parents qui disent, étant donné que je t'ai porté dans mon ventre, je te dis ce que je veux, je fais ce que je veux, t'as pas ton mot à dire. Ouais, ça s'appelle l'amour conditionnel. C'est-à-dire tu veux avoir de la sécurité, tu veux avoir de l'amour, tu veux avoir un toit sur la tête, il faut que tu me donnes quelque chose en échange. Donc, répondre à mes besoins émotionnels, répondre à mes attentes, Et souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça, c'est de l'éducation autoritaire. C'est-à-dire, je viens exercer un pouvoir sur l'enfant pour pouvoir en obtenir ce dont j'ai besoin, sous couvert d'éducation. Et en fait, ce que ça fait, cette éducation autoritaire, c'est que ça vient casser l'enfant dans ce qu'il est, dans son individualité. Et du coup, le spectre, l'autre côté du spectre, c'est là, il y a trop de cadres, et pas pour l'enfant, mais pour le parent. L'autre côté, c'est il y a pas de cadre, il y a pas assez de cadre. Quand il y a pas assez de cadre, ça crée tout autant d'anxiété chez l'enfant, parce que l'enfant, c'est comme une plante, il a besoin d'un tuteur pour pousser. S'il a pas de cadre, il sait pas où pousser, en fait. Donc il va chercher les limites. C'est pour ça qu'il a des comportements qui sont what the fuck, parce que il manque de cadre. Donc c'est vraiment, c'est extrêmement anxiogène pour l'enfant, parce qu'il se dit, mais j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer le chemin, en fait. Montrez-moi le chemin, bordel. Et les parents ils disent, tu veux regarder encore un peu la télé? Donc voilà, c'est super. Les deux côtés du spectre sont extrêmement anxiogènes. Et souvent, les personnes qui sont partisans de l'éducation autoritaire ne comprennent pas le milieu du spectre, qui est l'éducation bienveillante, dite positive. Je préfère le terme bienveillant. Qui pensent que c'est l'éducation laxiste. L'éducation autoritaire, c'est un cadre pour l'enfant. C'est le tuteur. C'est
je te mets un cadre ferme. Mm. Tu sais que tu ne jettes pas des cailloux sur ta sœur parce que ça lui fait mal, mais je me mets à ta hauteur pour t'expliquer pourquoi ça lui fait mal, et on va mettre ensemble une relation de coopération et d'amour inconditionnel où même quand tu fais quelque chose qui dépasse la limite, je continue à t'aimer parce que je n'ai pas besoin que tu m'apportes quelque chose en retour, parce que moi-même je suis un adulte responsable. Mm. Et donc je n'ai pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit parce que je suis autosuffisante. Mm, mm. Non, ça c'est vraiment c'est quand on comprend ça vraiment c'est tu vois en tant que parent c'est tellement important, c'est vraiment s'il y a un truc à retenir c'est vraiment ça de ce que tout ce que je viens de dire, c'est vraiment ça. Donc je n'ai pas besoin que tu m'apportes quoi que ce soit et je suis en capacité moi de t'apporter cet amour inconditionnel dont tu as besoin pour pousser, hein, comme une plante avec de l'eau. Mais par contre, je suis aussi en capacité de t'offrir ce cadre dans lequel tu vas pouvoir aller faire tes expérimentations, aller à la rencontre de la vie. Et ce cadre qui va s'agrandir au fur et à mesure que tu vas grandir, parce que c'est les âges hein, qui voilà, c'est les différents besoins de développement par rapport aux âges que tu vas traverser. Et moi, je serai toujours là pour t'accompagner. Tu sais que je serai toujours là et jusqu'à ce que tu atteignes le stade d'autonomie, que tu puisses marcher correctement. Donc quand j'ai des clientes qui me disent que leurs parents leur a dit, ça aussi c'est une des dingueries, que à 18 ans tu dégages. Ouais. C'est horrible. C'est dans la continuité de tes sous mon toit. En gros, tu m'emmerdes, vivement que tu te casses, et dès que j'ai pu avoir la responsabilité matérielle de t'assumer, ah bah c'est bon. Donc ces parents-là sont non seulement en irresponsabilité émotionnelle, et en plus s'accumulent avec le matériel. Donc autant te dire qu'au niveau trauma, tu es bien là. Ouais. Le corps se souvient de tout. Et comment ça s'ancre? Alors, si on prend l'enfant, si on en prend un individu, ça commence en fait dans ta lignée. Tu vas recevoir les gènes de ta lignée et dans ces gènes, dans l'eau dans ces gènes, tu as des traumas qui te sont transmis. Alors, ça va aussi être transmis par tout ce que tu as vu dans ton enfance, dans la conception, dans le ventre de ta mère. En théorie de l'attachement, ça va jusqu'aux 6 ans de l'enfant. En fait, ça va créer le socle de trauma primaire, on va dire, sur lequel va venir comme s'empiler. D'autres traumas qui vont en fait juste venir confirmer. Ah oui, ça vient bien confirmer notre premier trauma, le trauma primaire, que on n'a pas le droit de s'exprimer, sinon on va être rejeté. On n'a pas le droit de dire notre vérité, sinon on va être rejeté. Okay. Donc tout ce que tu vas vivre par la suite, ça ne va être que venir une confirmation de ce que tu as vécu dans ton enfance. Par exemple, une personne qui vit un deuil et qui me dit ça fait 10 ans que ma mère est morte et quand elle m'en parle, elle a encore les larmes aux yeux. À mon avis, il y a un truc d'abandon dans ton enfance que t'as toujours pas géré parce que sinon, t'aurais déjà dû avoir processé le deuil de ta mère qui s'est produit il y a 10 ans. Même si c'est ta mère, même si voilà, c'est pas normal d'avoir 10 ans plus tard encore l'émotionnel comme si elle venait de mourir, quoi. Tu vois. C'est pile poil la conversation qu'on a eue avec ma compagne hier. On avait ce raisonnement-là qui est si tu pleures encore ou si tu montres encore autant d'émotions qu'au jour 1, au jour J, alors que ça fait 10 ans, 15 ans que l'événement est passé, c'est que forcément, il y a un truc qui n'est pas encore réglé. En tout cas, c'est ce qu'on avait. Après, on n'a pas forcément de preuves scientifiques là-dessus, mais en tout cas, c'est le ressenti qu'on peut avoir et peut-être même lié à notre expérience personnelle, sans doute. En fait, c'est ton système nerveux son système nerveux autonome qui emmagasine toutes les informations. Ton système nerveux autonome, il est là pour mapper le monde, en fait, pour dire, pour te maintenir en vie. Donc il est là pour dire dans telle situation t'es en danger. Voilà, mais c'est pas forcément un danger de mort, je traverse la route il y a un bus qui passe, il peut m'écraser. C'est le danger émotionnel, le danger les 5 blessures primaires, l'injustice, il y a toujours un que j'oublie. L'injustice, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Et le 5e. Sûr. Donc voilà, il y a des blessures comme ça émotionnelles de base qui font que ton système t'en préserve. Pourquoi? Parce que comment s'est construit l'être humain pendant, par exemple, le rejet, une blessure qui revient souvent. Si tu te faisais rejeter de la caverne quand on vivait encore dans les grottes, tu mourais. Il y a pas de discussion. Tu étais dehors dans la nature, tu te faisais bouffer par un tigre. Donc c'est resté dans
dans notre reptilien, dans notre cerveau reptilien, c'est resté dans notre côté instinctif de ouh là là, si je me fais rejeter de l'autre, c'est que il y a un danger de mort à se faire rejeter de l'autre. Donc, ce que je trouve passionnant chez l'être humain, c'est que tout est absolument cohérent. Il y a aucune incohérence. C'est pour ça que je voudrais parler à Napoléon, parce que j'aimerais comprendre la cohérence derrière tout ce qu'il a fait dans sa vie. Ouais. Qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qu'il a pu vivre dans son enfance, qui l'a amené à construire tout ce qu'il a construit et à faire tout ce qu'il a fait. Donc, vraiment. Mais le problème, c'est que on agit de notre mental. On va essayer de comprendre notre monde, nous-mêmes, de faire sens de nous-mêmes, depuis notre mental. Sauf que le mental, c'est un filtre. C'est un filtre de notre système nerveux. 80% de nos pensées viennent de signaux envoyés par notre système nerveux. 20%, c'est juste le mental. Voilà. Donc on est focus sur les 20%. Et après, ils communiquent entre eux. Hein, je sens un stress parce que mon Dieu, je suis devant une caméra, je parle parce que je vais dire une bêtise et qu'est-ce qu'ont pensé les gens. Et le cerveau dit, tu viens de te dire, oui, mais ça c'est parce que t'es nul. Voilà, la dernière fois qu'on t'a interviewé, t'as eu Janine qui t'a dit que, oh là là, faudrait que toutes ces couleurs, on c'est dégueulasse, j'en sais rien. Mais voilà, tu vois, et ça c'est quoi? C'est mon expérience qui est venue s'inscrire dans mon système nerveux de, la dernière fois que t'as pris la parole en public, et ben il y a quelqu'un qui est venu te rejeter. Ok, on n'a pas oublié. Parce que quand j'étais enfant. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis sur les réseaux, quand on met un commentaire, je le vois, ça fait jamais plaisir de se faire insulter, mais ça ne reste pas parce que j'ai pu travailler, j'ai pu venir libérer dans mon système nerveux ce qui avait besoin de l'être, surtout la blessure de rejet, pour ne plus venir que mon système me dire on va crever Stéphanie là dans cette situation-là, on va crever donc fais gaffe, d'où le stress. Donc là en l'occurrence, je ne suis pas stressée parce que je n'ai pas peur de Janine qui voudrait venir critiquer comment je suis habillée. Je m'identifie beaucoup dans ce que tu dis là, parce qu'effectivement, autour de moi, on me pose souvent la question de comment ça se fait que tu sois si peu atteint quand on essaye de t'affecter au niveau émotionnel, au niveau de ton intégrité, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même de visou. Je sais pas forcément expliquer ça de manière thérapeutique ouais, peut-être, tu vois, mais je sais simplement qu'il y a eu un travail sur, en fait, juste, je m'en fiche de ce que les gens vont pouvoir penser de moi. Je fais un truc, après, comment ils le reçoivent, comment ils vont vouloir interagir avec moi, surtout quand ça porte atteinte à mon intégrité. Je le lis, mais vraiment, ça reste pas. Comme tu l'as dit, je vais me coucher tranquillement. J'aurai vraiment pas de problème à dormir après ça, quoi. Mais t'as toujours été comme ça ou t'as vu une évolution Alors, je pense que c'est quelque chose qui a évolué, mais très 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 tôt. Parce que ça a après, j'ai été moqué à l'école quand je suis arrivé, notamment en France, parce que je portais pas de la marque, parce que j'allais à l'école avec des chaussures trouées, des vêtements troués, tachés, machin. J'étais moqué, mais je me répétais quand même, et à la maison aussi, on me répétait, tu t'identifies pas forcément à ce que les gens vont penser de toi à ce moment-là, parce que je savais qu'on n'avait pas forcément la même classe que les autres, on n'avait pas forcément les mêmes moyens, donc ce qui fait que je leur répétais et je me répétais à moi-même, je viens pas forcément à l'école pour montrer mes vêtements, je viens pas forcément à l'école pour montrer les chaussures que j'ai, la marque que j'ai. D'ailleurs, ça a persisté puisque je porte pas particulièrement de marque aujourd'hui. Je pense qu'il est resté par rapport à ça aussi. Et forcément, aujourd'hui, pareil, quand on essaye d'aller piquer quelque chose, c'est pas quelque chose qui m'atteint particulièrement. C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en fait, tu viens de modéliser ce qui se joue à la maison. C'est-à-dire, je suis un petit enfant, je vais expérimenter le monde, je vais à l'extérieur dans le monde vivre le monde. Le monde me rejette, je reviens à la maison. Si à la maison je vis du rejet, je vais intérioriser que c'est ma faute, j'ai pas de valeur. Là, tu reviens à la maison et on te dit ah non mais c'est eux, ils ont rien compris en fait, c'est pas toi. Ouais. Donc on ne vient pas d'évaluer qui tu es à la maison, on ne vient pas invalider, on ne vient pas ignorer, qui va juste revenir dans ce truc de je me sens rejeté et je n'ai pas de valeur. On vient te dire mais ta valeur elle est pas du tout corrélée avec ce que tu portes, hein. Pas du tout. Mais il va l'expliquer aux autres. Je pense qu'ils ont pas compris non plus. Hein. Donc c'est hyper sain en fait la manière dont ça a été accueilli à la maison. Et c'est c'est de l'éducation bienveillante pour le coup. On est en plein dedans. Mais combien de parents ont cet espace d'accueil? Parce que si vous n'avez pas les moyens à la maison, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement un stress financier, un stress matériel. Souvent, quand il y a stress matériel,
Il y a stress émotionnel aussi. Donc, le parent, il n'est pas en capacité d'accueillir tes petits problèmes d'enfant parce que lui-même a ses gros problèmes d'adulte à gérer. Donc, il n'y a pas cet espace d'accueil de l'enfant à la maison. Donc, invalidation, donc rejet. Donc, Quand je regarde en arrière, je me rends compte que, ou je me rends compte de. Je me rends compte que tout est parfait. Ouais. Tout est juste. Tout mène à être là aujourd'hui, à parler avec toi, à avoir cette interview. Et cette interview va peut-être être entendue par Émilie dans la Saône et changer sa vie parce qu'elle va comprendre un truc qu'elle n'avait jamais compris. Voilà. Tout est juste. Tout est juste. Voilà, tout. Y a pas. En fait, qu'est-ce qui fait que tu vas émettre un regret par rapport à ton passé? C'est ton conditionnement du rejet. On y revient, au rejet. Le conditionnement du rejet fait que tu n'acceptes pas ce que tu as vécu, ce que tu as été, les autres comment ils ont été avec toi. Et en fait, tu ne fais que reproduire, tu ne fais que nourrir ce conditionnement du rejet. Et ce conditionnement du rejet, ça crée de la non-acceptation et ça crée de la douleur émotionnelle. Parce que tu n'as aucun pouvoir sur le passé. Ce qui a été. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter que tout est juste. Et que tu n'as pas d'emprise sur ce qui a été. Donc, à partir du moment où j'accepte que c'est comme ça et tout est juste et parfait, j'accepte aussi qui je suis aujourd'hui. Je ne suis pas en rejet de moi-même aujourd'hui. Et si je suis pas en rejet de moi-même aujourd'hui, je suis en pleine responsabilité de qui je suis aujourd'hui. Et si je suis en pleine responsabilité de qui je suis aujourd'hui, je suis en pleine responsabilité de ce que je vais devenir dans le futur. Ouais. Je ne suis plus une espèce de sac plastique qui vole au vent et qui varie suivant les vents. Je suis maître de mon propre destin. Et c'est ça, on parle de développement personnel en long, en large et en travers, reprendre son pouvoir, c'est ça, c'est être responsable. Mais pour ça, faut partir, faut aller déconditionner tout ce qui nous a amené à être irresponsable. Ouais. Et maintenant qu'on a planté le décor, les sujets dont on va parler, on va essayer de regarder un peu plus en détail derrière toi, ton histoire, et même dans le présent, évidemment. Et ce que je vais te poser comme question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir aujourd'hui pour comprendre la personne que j'ai en face de moi, la personne avec qui je parle depuis presque 1 heure maintenant et qu'on va encore continuer à traiter certains sujets. Alors, Stéphanie, c'est quoi ton histoire? Ok. Mon histoire elle est très classique. Très classique. J'ai eu une enfance on ne peut plus banale, dans le sens parents divorcés, parents qui ont eu un divorce conflictuel, qui s'entendaient pas, naissance des frères, mes frères sont jumeaux, qui a créé chez moi donc l'aîné une grande solitude parce que je passais du premier enfant, de la première génération de petits enfants, j'étais la princesse jusqu'à mes 4 ans et demi, et d'un coup je suis maintenant t'es grande, tu te débrouilles toute seule. On a 2 enfants à gérer, on a tes frères à gérer. Ah bon, d'accord. Et vous avez combien d'années d'écart? Attends, je vais dire des bêtises. Non, j'ai 4 ans et demi, c'est pas 4 ans et demi, c'est 3 ans et demi. D'accord. 4 ans d'écart. Ok. 3 à 4 ans d'écart. Donc voilà, au point que je m'ennuyais tellement que j'ai appris à lire tout seul. D'accord. À 4 ans et demi. Parce que, il fallait bien m'occuper. Et donc, voilà, ça a créé encore d'autres traumas parce qu'on m'a fait sauter une classe parce que j'avais appris, parce que je savais lire en moyenne section. Et bon, bref, du coup, j'ai eu une relation j'allais dire amour-haine. Non, il y avait aucun amour avec mon relation avec l'école, il y avait juste de la haine. Et je me suis lissée, en fait, je me suis moyennisée toute ma scolarité inconsciemment, j'en ai pris conscience bien plus tard, que j'ai eu 10,5 au bac. C'est vraiment pour illustrer ma moyenne, à quel point toute ma scolarité n'a été que moyenne derrière. Et moi, de croire que j'étais pas intelligente, alors qu'en fait, je ne voulais pas montrer mon intelligence, inconsciemment, hein, je ne voulais pas montrer mon intelligence parce que si je montre mon intelligence, je vais être punie. Pour moi, avoir sauté une classe, c'était une punition. Donc, je ne fais plus preuve de curiosité, ni d'intelligence, ni d'intérêt pour les sujets scolaires, parce que je risque d'être punie. Donc, non. D'accord. Et très longtemps, j'ai cru que j'étais très, très, très bête. Ouais. Et à quel moment t'as eu ce déclic inverse? Quand j'ai commencé à travailler sur moi et que je me disais, mais j'ai quand même un discours interne bien dégueu, quoi. Ouais. Parce que je me disais constamment, au quotidien, t'es conne, t'es bête, mais t'es nulle. Voilà. C'était à l'intérieur de moi, c'était mon dialogue intérieur.
Donc voilà, je commençais à me demander mais d'où ça vient, pourquoi, voilà. J'ai un peu défait la pelote, mais voilà. Ça, tu vois, c'est des prises de conscience que tu fais qui fonctionnent, c'est mental. Tu vois, ça fonctionne, c'est mental. Mais c'est 20%. Donc c'était cool d'avoir pris conscience de ça. Mais ça n'a pas résolu pour autant ma blessure de rejet et ce qui faisait que j'avais extrêmement peur. Voilà, je fais un fast forward, fast forward dans le futur. J'avais une peur monstrueuse de m'exposer sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'avais une envie d'être sur TikTok plus que tout. J'avais envie de faire des vidéos, j'avais envie de partager ce que j'avais compris. Mais j'avais peur de m'exposer, c'était horrible. Parce que j'avais peur du rejet. Une fois que j'ai eu libéré ma blessure de rejet, je suis arrivée sur les réseaux, mais comme si c'était chez moi, tu vois. J'avais de l'envie, j'avais du plaisir, j'avais plein d'idées c'était plus un problème de temps, où j'ai trop d'idées par rapport à tout ce que j'ai à dire. Et bien sûr, j'ai eu des haters dès le départ, mais c'est plus ça qui allait m'arrêter dans mon système nerveux de produire et de partager sur les réseaux parce que ça n'avait plus cet impact que ça pouvait avoir auparavant. Donc pour revenir à mon enfance, le début de mon histoire, donc des parents qui se divorcent de manière très très conflictuelle, et moi qui me retrouve au milieu de tout ça, et j'ai ce moment un peu pivotal moment, ce moment un peu pivot dans ma vie j'ai 7 ans, je suis dans ma chambre, je suis toute seule, c'est un dimanche soir, fin de week-end, lundi matin qui arrive, et je me dis mais ma vie c'est de la merde en fait. La vie c'est de la merde. C'est quoi cette vie pourquoi je suis là? J'ai 7 ans, je me pose des questions existentielles de quel est le sens de ma vie? Personne ne m'aime. Je ne me sens pas aimée de mes parents. Et ça veut pas dire que mes parents ne m'aimaient pas, attention. Ça veut dire que mes besoins émotionnels n'étaient pas comblés par mes parents. Donc c'était ton ressenti à toi. Voilà, c'est ça. Enfin, c'était pas moi qui ai ressenti, c'était pour le coup. Enfin, c'était un fait. Ouais, c'était factuel, le fait qu'ils ne comblait pas mes besoins émotionnels. Mais parce que si tu demandes à mes parents, ils vont te dire que bien sûr qu'ils m'aiment et qu'ils m'ont aimé, tu vois. Mais ils n'étaient pas en capacité de me donner ce que eux-mêmes n'avaient pas reçu quand ils étaient enfants. Et aujourd'hui, ce qui ne pouvait pas s'apporter encore à eux. Donc je suis dans ce constat et j'ai encore 11 ans d'enfance d'être là-dedans, de pas avoir de pouvoir à vivre. Mais non. Donc voilà, je me sens hyper seule, je me sens pas aimée, je me sens pas comprise, je me sens pas entendue, je me sens pas respectée. Et ça c'est vraiment un moment quand on parlait de feu tout à l'heure auquel je viens de me référer quand je me perds un peu, quand je m'éparpille et voilà, pourquoi je fais ce que je fais? Ouais, il y a la petite fille. En fait, il y a la petite Stéphanie de 7 ans qui est dans sa chambre et qui se dit pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que si on n'a pas vécu ça, on fait pas ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'expérience, on n'a pas eu besoin de j'ai réparé, c'est pas le long terme, c'est toujours libéré parce qu'on n'est pas cassé, personne n'est cassé. On est juste construit. Tout à l'heure, en toute introduction, tu me disais on est détruit, on n'est pas détruit. On a juste dû se construire. Tu reprends l'image de la plante, t'as pas de tuteur, tu t'es construit de manière anarchique, anarchique, hein, dans tous les sens. Donc c'est apprendre on vient couper les branches pour me permettre à l'arbre de continuer à grandir dans la bonne direction. À 13 ans, je demande à aller habiter chez mon père. Parce que ça va plus du tout avec ma mère. Moi, j'étais l'enfant rebelle, mouton noir de la famille, celle qui j'étais pas l'enfant choisi, j'étais la bonne à rien. La narrative de ma mère, c'était que j'étais vulgaire, irrespectueuse, mal éduquée, bête. Voilà, c'était mon lot de. En fait, c'est ce que elle me disait en réponse à mes comportements de ce schéma familial est éclaté au sol, les gars. Voilà, avec des termes d'adolescente qui sait pas ce qu'elle fait en fait. Elle est juste en réaction par rapport à quelque chose qui lui paraît pas cohérent. Est-ce que excuse-moi avant d'aller plus loin, est-ce que t'as eu voilà l'histoire de ta venue au monde, les circonstances de ta venue au monde? Est-ce que parce que tout à l'heure t'as dit j'étais pas l'enfant choisi, je pense que ça tu l'as dit pour la situation a posteriori, mais avant qu'est-ce qui s'est passé? Tes parents, est-ce que ils voulaient un enfant au moment de ta création? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est une très très bonne question parce que c'est hyper important aussi de savoir dans quel environnement t'as été accueilli, quelle a été l'histoire de ta naissance. J'ai pas d'histoire de ma naissance. D'accord. J'ai pas d'histoire. Ma mère ne m'a jamais dit, dit si j'étais désirée, et c'est vraiment quand l'histoire de mon enfance, le vide.
Je n'ai pas d'informations. Je sais qu'il faisait chaud, c'était la canicule, elle avait chaud, il n'y avait pas la clim. Ok. Je crois me souvenir que mon père me dit que j'étais un accident. Alors, ils étaient mariés, donc c'était voilà, ils sont mariés en 82, je suis né en 83. Voilà, c'était à l'époque, c'était la suite logique de voilà, on se marie, on a des enfants. Je sais que mes frères étaient un accident, par contre, ils étaient pas du tout. Ils étaient sur le point de la rupture quand ma mère tombe enceinte, donc ils allaient se séparer. Donc moi, je sais que voilà, j'ai pas d'histoire. Voilà, je suis pas, je sais pas si j'étais désirée. Je suis une suite logique, voilà, de ce qu'on faisait à l'époque. D'accord. Voilà, c'est bien, ça vraiment bien l'histoire de, et c'est, ça serait vraiment, comment dire, parce que derrière ma mère, elle était impliquée dans jusqu'à mes 3 ans et demi, elle était à fond en fait. J'étais sa pas petite princesse parce qu'elle m'a jamais dit que c'était sa princesse, mais j'étais son centre, tu vois, j'étais son focus. Elle avait le focus sur moi. Quand mes frères sont arrivés, clairement, j'avais plus la lumière sur moi. Tu vois, donc j'ai perdu cette attention, et vraiment, je me suis dans tous mes couples après que j'ai pu avoir, jusqu'à ce que je fasse un gros travail sur moi, j'étais en recherche constante d'attention, tout le temps. Et quand je n'avais pas cette attention, c'était une douleur qui revenait à cette petite fille qu'il a perdue à ses 3 ans et demi quand mes frères sont nés. Donc voilà, cette petite fille qui n'a pas de, qui n'a plus aucun cadre et qui émotionnel, mais qui a un cadre autoritaire qui n'est pas, qui n'est bien rien comblé à l'intérieur, qui est juste violent. Jusqu'à l'âge de 13 ans, tu étais chez ta maman, chez ta mère, et puis d'ailleurs, ça aussi, c'est un autre point, parce que j'ai dit mère et maman. Est-ce que toi, tu accordes une différence entre ces deux termes? Oui, pour moi, quand j'entends dire quelqu'un d'adulte de parler de sa maman, de dire oui, maman ceci, ou enfin, il y a un côté de la relation qui est encore dans ce truc de parent-enfant. On n'a pas basculé sur adulte-adulte. Donc il y a encore il y a un truc qui n'a pas été travaillé sur eh ben non, c'est plus ta maman, c'est ta mère. Elle n'a plus cet aspect nourricier, protecteur, apaisant, apaisant que la mère a. C'est le rôle de la mère tout au long de l'enfance. Le père a un rôle qui est différent. Alors, la mère, c'est vraiment ce côté qui vient apaiser, qui vient sécuriser l'enfant émotionnellement. C'est plus le cas quand tu es adulte. Donc, on continue à parler de maman quand tu parles de ta mère. Voilà. Pour moi, ça dit ça. D'accord. J'accorde une importance différente aux mots, en tout cas, les gens qui disent maman, ou je vais voir ma maman, ou je vais voir ma mère. J'ai l'impression que dans maman, il y a une dimension beaucoup plus affective quand tu dis maman que quand tu dis mère. Donc, c'est pour ça que je voulais partager avec toi sur ces deux propos-là. Donc, quand tu quittes ta mère à 13 ans, pardon, mais avant ça, est-ce que ton père, il savait ce qui se passait chez ta mère? Oui, donc très conflictuel chez ma mère et père très laxiste. Donc, mère autoritaire, père laxiste, super, on est bien. Donc je sais que quand je demande la bêtise chez mon père, c'est pas bien. Enfin, je suis pas en joie d'aller vivre chez mon père, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère se marie avec un homme que je déteste et on va vivre chez lui. Donc la phrase du j'étais sous mon toit, de t'entendre dire que j'ai entendu un paquet de fois. Donc quand elle m'annonce on va vivre chez lui, en fait, quand mes parents sont divorcés, on est resté je vivais, pour ceux qui connaissent, au Roi d'Espagne à Marseille. C'est un quartier qui est très cocon. Tu vois, c'est très résidentiel. J'allais de l'école, du collège au primaire. Je faisais un triangle entre mon père, mes grands-parents paternels et ma mère. Je sortais de l'école, j'allais chez mes grands-parents paternels. Mon père venait nous voir. Le mercredi, on passait avec notre père. Ma mère travaillait, elle venait nous chercher. On allait chez maman. Chez notre mère. Et donc voilà, finalement, j'ai pas trop souffert du divorce. Parce qu'ils se sont disputés, certes, c'était pas agréable. Et puis, ils se vomissaient dessus régulièrement. Mais on était au milieu de ça. Mais bon, on avait maintenu une espèce de... Notre cadre de vie avait été maintenu. On n'avait pas tout qui s'est détruit d'un coup. Et là, elle vient m'annoncer qu'on va aller vivre chez ce gars-là. Et c'est mort, en fait. C'est mort de chez moi. Donc, le jour où elle me l'a dit, je lui ai dit, bah, ok, moi, j'y vais pas. Donc, ce jour-là, je lui ai dit, bah, je vais demander à vivre chez papa. Donc, autant, pour ma mère, c'était... mon père, c'est l'ennemi à abattre. C'est la personne la plus horrible au monde.
Donc, lui faire vivre ça, c'était lui faire revivre le divorce, en fait. C'était, allez, on repart en guerre, c'est reparti, sauf que là, je suis en guerre contre mon enfant et contre l'autre aussi, mon père. Donc, ouais, il y a vraiment eu tout cet enjeu dans la famille de je trahis ma mère en me demandant à aller vivre chez mon père le méchant. On part sur le petit triangle là, si vous n'avez pas capté. Donc, mon père le méchant. Et moi, je suis juste à dire, mais moi, j'ai pas envie que vous défonciez ma vie. Le peu à quoi je peux me raccrocher, c'est ça. C'est mes amis à l'école, c'est mon quotidien, c'est mon connu. Je peux pas perdre ça, en fait. Bon, bien sûr, je ne me dis pas comme ça à l'époque, mais c'est ça, en fait, qui se joue. Donc, comme adultisme, dans notre société généralisée, on ne se met pas au niveau de l'enfant, on n'essaie pas de le comprendre, c'est tu fais ce que je te dis et tu fermes ta gueule. Bah, du coup, en fait, on dit ça en mode juillet. Je pars en vacances chez mon père. On démarre la procédure quand je suis chez mon père. Je peux te dire que j'ai passé un très bon mois d'août avec ma mère en vacances. Et en mois de septembre, bah, je vais vivre chez cet homme, dans sa maison, à l'extérieur de Marseille. Et donc, pendant que je suis à l'école, en même temps, il y a toute une procédure, le juge pour enfants, l'assistante sociale, les avocats. C'était mais carnage. Donc, moi, je suis au milieu de tout ça. Et quand je suis dans la famille de ma mère, eh bien, on va me dire que je suis la personne responsable de l'explosion de la famille. Tu vois, on vient me mettre sur le dos le fait que je suis à l'origine de ça, ce qui, en un sens, n'est pas faux. Mais la vraie personne responsable, c'était quand même ma mère qui a pris la décision de nous déménager, quoi, pour rien. Parce que vraiment, elle n'a pas changé de travail, il n'y avait pas de raison autre que, on n'a plus envie de vivre là, allons vivre, peut-être pour des investissements futurs pour eux, j'en sais rien, mais comme d'habitude, on nous en va parler. Donc, on n'a pas le pourquoi du comment. C'est juste, on fait ce que je te dis et tu te tais. On n'a pas trop apprécié que je ne suive pas le mouvement et que je mette un frein au mouvement. Donc, d'où vraiment l'intensité du conflit était vraiment très fort. Et donc je suis au milieu de tout ça, aucun support mon père est incapable de m'accompagner, bien sûr, il fait peu cher, il fait ce qu'il peut là, il fait son max, mais c'est pas suffisant. Donc le jour où je vais vivre chez mon père, ma mère me fout mes cartons, rien du tout, je fais mes cartons et je me retrouve toute seule dehors, elle me dit pas au revoir, elle me calcule pas le jour où je m'en vais. Je me retrouve sur le bord de la route, j'attends mon père avec mes cartons, je me reverrai toujours sur cette scène, et je me dis mais j'ai pas envie de vivre avec mon père. J'ai pas envie d'y aller. Parce que mon père est laxiste. Mon père est pas là. Mon père est encore moins présent. Enfin, non. Ma mère est trop présente. Mon père n'est pas là, en fait. Mon père n'est pas présent. Mon père ne gère que dalle. Mon père, j'étais asthmatique, petite. Il m'a laissé dormir sur un matelas au sol, chez lui. Bon, je sais pas combien de temps. J'avais la tête sur la moquette, si tu veux. Pleine d'acariens. J'étais allergique aux acariens. Donc, mais vraiment, c'est des scènes. Bref, je ne rentre pas les détails parce qu'ils sont dégueux. Parce que c'est une histoire de. Quand tu es asthmatique, tu rends des trucs. Bref, on s'en fout. C'est la démerde. Je vais chez mon père, je sais que c'est la démerde. Donc, j'ai 13 ans. Donc, j'arrive chez mon père, je vais avoir 14 ans. Mais je retrouve quand même une forme de mes amis de l'école. Voilà, je reconnecte un petit peu avec ça. Bon, c'est mieux que rien, mais ce qui a été pété, quoi. Tu vois, j'ai réussi à retrouver un truc, mais bon, c'est quand même pas ce que c'était avant. Et donc là, arrive, je vais pas encore parler, Madame Boulimie. Parce que vide existentiel intersidéral, je me sens seule, et je me dis, tiens, je commence vers 15 ans, ça arrive, j'ai un surpoids, parce que je me protège émotionnellement et je compense le manque affectif avec la bouffe. J'ai un surpoids, et je me dis, tiens, peut-être que si les garçons me regardaient, je pourrais avoir un petit peu d'attention et d'affection. Donc, je commence à me priver de nourriture. Ça marche, mais j'aime bien quand même la nourriture. J'en ai quand même besoin pour me réguler. Donc, je découvre que je peux me faire rendre ce que j'ai mangé. Donc, pareil, je me rappellerai toujours cette scène un mercredi après-midi. Je suis toute seule chez mon père et j'ai la bouteille de Contre-X dans la main. Pareil, je ne veux pas rentrer dans les détails, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais voilà, là commence à rentrer un cycle infernal. Mais vraiment, la boulimie, c'est l'enfer sur Terre. Je me remplis et il n'y a personne, encore une fois, pour m'accompagner émotionnellement. Je suis seule. Mon père, il s'énerve parce qu'il n'a pas de pouvoir, il ne sait pas comment m'aider, il est impuissant. Donc il s'énerve quand il me capte. Du coup, je commence à faire ça en cachette. Du coup, encore des détails dégueux pour pouvoir cacher ce que j'ai rendu. Vraiment,
Et d'ailleurs, sur la boulimie, j'ai une question avant qu'on aille un peu plus loin dans ton histoire. Comment ça se passe quand tu manges et est-ce que tu ressens une sorte de plaisir lié à la libération de dopamine parce que tu viens de te faire vomir? Quand tu manges, est-ce que tu anticipes le fait que tu vas te faire vomir? Est-ce qu'il y a un réel plaisir quelque part dans ce que tu fais? En fait, c'est toute la phase anticipation. Tu vois, par exemple, le soir, quand j'étais étudiante, je passais chez Lidl, Aldi, je sais pas quoi, un truc pas cher, quoi. Je prenais les trucs les moins chers possibles, je me mettais pour 10, 15 euros, 20 euros. Mais c'était mon supply, je suis désolée pour être un anglais. C'était ma fourniture, ma fourniture du soir, quoi, de ce que j'allais me servir pour me faire vomir. Ta petite collation. Petite. Non. Ce qui remplit le maximum et qui peut remplir. Donc ça, c'est ce moment-là d'anticipation de je vais passer ma journée à penser à ce que j'allais pouvoir manger, ce que j'avais envie de manger le soir et ce avec quoi j'allais pouvoir me remplir le soir et pouvoir venir aussi apaiser l'anxiété que je ressens où j'ai hâte de m'y retrouver. Quand t'es dedans, tu te sens pas bien, c'est pas fun. Franchement, t'as le bide qui va éclater, tu fais comme t'es un zombie en fait, tu vois, t'es en déconnexion totale de toi-même, t'es en dissociation totale quand tu fais ça. Tu regardes un truc généralement, tu manges, et à un moment donné, tu fais « Oh putain, je vais exploser, vite, il faut que je rende la marchandise. » Voilà, et tu fais ça, forcément, tu as une image de toi dégueulasse, tu te dis les pires choses, tu culpabilises d'avoir gaspillé toutes ces ressources. Et effectivement, quand tu rends, il y a sur le moment une satisfaction de « Ah, ça va mieux », soulagé, tu vois, il y a ce poids qui « Ah, ça y est, je respire, ça. » Le problème, c'est qu'il y a à nouveau le vide, et à nouveau, il faut le remplir. C'est ça le cycle infernal de tu t'en sors jamais, et puis tu t'endors minuit, 2h du matin, t'es pas bien, t'es en espèce de sueur froide, le ressenti, vraiment, les gens qui vivent ça, ils le savent, hein, comment tu te sens pas bien, tu te sens pas bien en toi. Il y a cette petite phase d'accalmie de quand tu viens à peine de rendre, mais l'anxiété revient tout de suite derrière. Voilà, faut prier pour que ça soit pas une trop grosse crise, pour qu'il y ait un moment donné où c'est bon, ça y est, allez, on va se coucher. Et qu'est-ce qui a été pour toi l'événement qui a marqué la fin de ça? C'est très en dents de scie la boulimie, parce que c'est pas comme l'alcool ou quelque chose où tu vas prendre la substance et tu peux t'en passer, parce que la nourriture, t'en as besoin en fait dans ton quotidien. Tu peux te passer d'alcool, tu peux te passer de fumée, mais la nourriture, t'en as besoin. Donc c'est très compliqué de dire j'ai arrêté le 12 juillet 2019. Tu vois. Voilà, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Mais il y a un moment donné où tu fais le travail nécessaire à l'intérieur de toi, dans ton système nerveux, pour l'apaiser suffisamment, pour ne plus avoir besoin de la nourriture comme d'une tétine, comme pour chez un nourrisson, un enfant. La tétine qui vient apaiser l'émotion. Ben là, tu n'as plus besoin de la nourriture, tu es en capacité de toi-même venir t'auto-réguler et venir apaiser l'émotionnel qui est à l'intérieur de toi. Quand on parlait de la peur tout à l'heure, que la peur était passagère, ben voilà. C'est quand tu arrives à ça, te dire la peur, je suis en capacité d'aller l'écouter, de la comprendre et de la réguler. Tu n'as plus besoin de la nourriture pour faire ça. Mais je te dis, voilà, il y a eu plein d'épisodes dans ma vie. À chaque fois que j'ai commencé une relation, il y a un effet d'apaisement temporaire. De ça y est, j'ai quelqu'un qui vient me combler ce vide. Ouais, combler le vide et tous les besoins émotionnels. Et puis en fait, tu remontes. En fait, non, c'est juste un être humain normal qui n'est pas en plus en capacité que le précédent de venir apaiser. Donc, allez, vas-y, on reprend la nourriture pour venir apaiser l'anxiété, mais c'est toujours très, très temporaire. Est-ce que, juste, excuse-moi, dernière question sur la boulimie. Est-ce que tu te rends compte que au moment où ça arrive, quand tu es dans cette période-là, dans cette phase-là, tu te rends compte que ça te fait du mal? Ah, mais c'est ça qui est terrible, c'est comme le fumeur ou l'alcoolique, peu importe l'addiction, tu es tout à fait au courant que c'est pas bon pour toi. Alors, sauf si tu en es au stade de te mentir à toi-même, de dire oui, parce que tu peux dire non, mais c'est bon, je gère. Ça, c'est plus alcoolique, tu vois, qui va dire c'est bon, ça va. C'est un verre, c'est 2 verres, c'est une bouteille, ça va. Je gère. Mais parce qu'il a besoin de se mentir à lui-même. Mais non, quand t'es boulimique, tu le vois que tu déconnes. Tu le vois qu'il y a un problème. Donc non, je pense qu'il y a une très très grande conscience chez la boulimique, de la personne boulimique, que c'est déconnant. Mais c'est un piège, t'as pas le choix, t'as pas d'autre solution. Il y a pas c'est pour ça que essayer de raisonner un boulimique, quelqu'un qui est addict,
ça n'a aucun intérêt. À part venir lui rajouter de la honte et de la culpabilité, tu lui mets plus la tête sous l'eau que ce que tu n'aides en essayant de le raisonner. Ça n'est pas raisonnable, une addiction. C'est un système. C'est comme si tu viens raisonner un enfant qui pleure. Ah, ça va aller. T'as faim, bon, ça va aller. T'inquiète. Ouais, ça va aller. Attends, j'ai pas envie là. Attends un peu. Non, il a faim. Là, t'as peur. Ton inter, ça te dit, on est vide. Pourquoi on est là? On est une merde. On a aucune raison de vivre. Non, il faut vite aller venir fuir cet état émotionnel qui est horrible, qui au final ne le résout pas. Parce qu'il va revenir encore et encore et encore. Donc, tant que tu résous pas cet état émotionnel, tu vas soit rester dans cette addiction, soit tu vas switcher d'addiction. Tu vas passer d'une addiction à une autre, comme par hasard, une personne qui arrête de fumer, elle prend du poids. Ça, c'est étrange. Bah non, c'est juste que tu as remplacé ta sucette par une autre sucette, quoi. Mais c'est une autre. Tu as toujours besoin de quelque chose d'extérieur pour venir calmer ton intérieur. À quel moment ça a apparu la boulimie dans ta vie, dans ton histoire, dans ta trajectoire? Quand j'arrive chez mon père depuis un petit moment et que je te dis, j'ai ma mère et la famille de ma mère qui me rejette complètement. Quand je vais chez elle, c'est horrible. C'est une période de ma vie c'est horrible. Je suis complètement rejetée de ce côté-là, coupée de mes frères aussi. Je les ai pas mentionnés encore, mais j'avais quand même, c'est quand même mes frères, quoi. Donc, on s'est construit toujours dans le conflit. On est toujours en conflit parce que quand tu as des parents pas responsables émotionnellement, voire narcissiques, ils créent cette triangularisation pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur la fratrie. Donc c'est pour ça qu'on était toujours en antagonisme les uns avec les autres. Et moi la première, parce qu'en fait j'avais modélisé ce que faisait ma mère avec nous, c'est-à-dire en prendre un et le retourner contre les autres. Donc moi je prenais un de mes frères et je le retournais contre l'autre. Comme ça j'en avais toujours un dans ma poche et je maîtrisais les relations, je maîtrisais les conflits, parce que de toute manière, je connaissais que ça, les conflits. Donc, voilà. Donc, je ne suis plus avec mes frères. Et j'ai ce vide existentiel qui est là. Et puis, je vois que je prends du poids, parce que je suis chez mon père, du coup, j'ai pas de cadre. Donc, il me dit, oh, tu veux des gâteaux? On va manger des gâteaux. Donc, voilà, je mange des gâteaux. Donc, je prends du poids. Et je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien dans ma peau. Et puis, voilà. Il y a ce truc de, bon, il faut que j'arrête de manger. Et j'arrête de manger. Et voilà. C'est la suite de l'histoire. Et tu l'as traité là. Vous avez grandi dans un cadre assez similaire avec tes deux frères. Comment votre évolution, à quel point votre évolution personnelle, individuelle, est différente entre vous? Alors moi, ça n'est que mon avis. Je parle pour eux, du coup, j'aime pas trop faire ça, mais je pense qu'on a tous fini narcissiques. D'accord. Tous les trois. Et après. Pour moi, il y avait, en plus c'est particulier, c'est des jumeaux, donc il y a une dynamique qui est vraiment particulière à la géminitude, qui fait que il y a eu l'enfant choisi a été comment dire, ils se sont tous les deux accusés mutuellement, encore aujourd'hui, qu'ils étaient le préféré de maman. L'autre était le préféré de maman. Donc l'enfant choisi, que l'autre était l'enfant choisi. Et il y a eu des deux. C'est vrai. Les deux ont moi, de mon point de vue, les deux ont coexisté. Donc, il y en a un qui s'est senti mouton noir, enfant choisi. Voilà, les deux, non, les deux, ils ont eu cette perspective-là. Tu l'as t'en as un petit peu parlé, les relations qu'on peut construire avec les gens autour qui peuvent nous servir pour nous ouvrir les yeux, se remettre en question. À quel point les rencontres pour toi ont été importantes? Je pense que si j'avais pas rencontré mon premier amoureux, en fait, si mon premier amoureux n'avait pas été sain, respectueux, qui m'a appris le respect de moi-même, il avait 13 ans de plus que moi, donc il a eu un peu cette figure paternelle. Je l'ai rencontré à 19 ans. D'ailleurs, je suis partie, on est sorti, c'était mon tuteur de stage, j'étais en stage chez Carrefour pour mes études. À la fin de mon stage, il m'a invité à boire un verre, on est sortis ensemble, et une semaine plus tard, j'ai déménagé chez lui. Ça s'appelle la dépendance affective, d'ailleurs, si petite parenthèse. Voilà, c'est dépendante affective très longtemps. Mais en tout cas, cette première relation m'a appris le respect de moi-même et m'a construite. J'avais quelqu'un, pas parfait, lui-même, il avait ses choses à travailler, mais
voilà, il m'a montré un chemin de relations saines. Même si je pense que vu comment j'ai été construite, je devais absolument pas apporter je devais être la personne toxique du couple, hein, très clairement. J'ai été la personne toxique du couple très longtemps dans mes couples. Si j'étais tombée sur une personne plutôt toxique, enfin, en tout cas, avec le même, ouais, quelqu'un de similaire à moi ou pire, je pense que je serais pas là aujourd'hui pour en parler. Mais vraiment, c'est je pense qu'on a, encore une fois, c'est pour ça que je te dis, vaut mieux accepter les chemins par lesquels on est passé parce que il y a un sens à tout ce qu'on a vécu. Je suis profondément persuadée qu'il y a un sens à tout ce qu'on vit. Et il y a un sens au fait que j'ai jamais vécu d'abus horribles, tu vois, intime ou quoi. J'ai jamais, alors que je me suis mis dans une situation de danger qui aurait pu amener à ça. Mais j'ai eu une chance extrême dans mon parcours j'ai jamais fait des rencontres qui m'ont amené à me détruire plus. Enfin, me détruire. À rajouter du trauma sur mes traumas, tu vois. J'ai donc cette première relation qui dure 5 ans, qui me construit. J'enchaîne dépendance affective avec une deuxième relation qui dure 7 ans, qui lui aussi pareil avait ses traumas à lui, mais j'étais vraiment la personne problématique dans le couple, toujours narcissique dans ces deux relations. Je ne le vois pas, je ne le sais pas, et c'est à la fin de ce deuxième couple qui dure de relation longue où il me paye ma première séance de thérapie. Pour vous expliquer à quel point je voulais pas y aller. Et pour moi, tout allait bien, le problème, c'était les autres. Donc, il me paye, il me dit, s'il te plaît, vas-y, va lui parler. Et moi, en mode narcissique, je veux parler de moi pendant 1 heure. Et en plus, c'est payé par l'autre. Il n'y a pas de problème. Je signe, j'y vais. J'adore. Bon. Elle n'a pas vu mon narcissisme, mais elle m'a quand même permis de commencer à cheminer vers le travail sur moi, la remise en question, faire sens de mon passé. La thérapie, c'est très très bien pour faire sens de son passé et comprendre ce parcours, ce qu'on a traversé, la temporalité de ce qu'on a vécu. Voilà, se pencher sur ça, c'est intéressant de le faire à un moment donné, mais ça fera pas tout le travail. Hein, loin de là, ça a sa limite. La limite, moi, j'ai touché quand j'arrive à un moment donné à lui, quand ça partait en cacahuète avec cette personne, j'arrive à lui dire à ma thérapeute, en fait, je suis toujours boulimique. Je vous l'avais pas dit parce que ça aussi, je le disais pas à mes partenaires que j'étais encore boulimique. Je me le cachais bien parce que le narcissique, encore une fois, on revient à ça, on montre pas les failles, qui ne montre pas les failles. Voilà, je faisais ça. Donc c'est quand même une dinguerie de se dire que j'ai quand même tenu 12 ans et plus, je sais pas combien de temps après avec le père de mes enfants que j'ai rencontré après. Bon, j'ai peut-être 15, 16, 17 ans, je sais pas. Vraiment très longtemps à cacher que j'étais encore narcissique. Je savais pas que j'étais narcissique, mais boulimique. Donc je lui dis à cette femme, cette thérapeute, je lui dis que voilà, je suis boulimique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi j'arrive en mode je suis boulimique maintenant. J'ai dépassé ma honte pour vous le dire. Comment on fait? Ah bah vous savez, moi ça fait 14 ans que je suis en thérapie. C'est sa réponse. Et ben c'est les derniers jours où je l'ai vue cette personne parce que j'ai bien compris qu'elle n'avait pas les clés à mes problématiques et que j'allais pas passer 14 ans à raconter ma vie en long, en large et en travers pour me libérer de ça. Donc c'est comme ça en fait que j'entame. Là j'ai 30 ans à ce moment-là. J'entame un chemin d'introspection, de remise en question, de compréhension. Et c'est voilà. On va dire, toute cette période-là qui a mené jusqu'à mes 34 ans où je suis maman, je deviens maman. Voilà. Première partie d'introspection, je suis toujours narcissique, je suis encore boulimique, et je deviens maman. Et là, quand je deviens maman, je me dis, jamais de la vie, je vais reproduire ce qu'ont fait mes parents avec moi. Constat d'échec, c'est une scène qui me marque, voilà, c'est vraiment la scène qui a marqué le constat d'échec, c'est je suis dans un parc avec mon fils et je le traîne littéralement par terre parce qu'il veut pas partir. Je le traîne par terre. Il a 2 ans. Je le traîne jusqu'à la voiture. Et là, je suis dans la voiture, je me dis attends, je crois qu'il y a un problème. Je crois que la promesse qu'on s'était fait, il y a un truc qui est pas. Voilà. Donc je commence à m'intéresser à la parentalité non violente. Quand mon conjoint m'en parle au départ, je dis c'est quoi ces conneries. J'ai pas encore tous les fils ne se touchaient pas, clairement. Donc je réfléchis je commence à réfléchir, je commence à me renseigner, je me dis tiens,
j'écoute un podcast, et il me dit, le gars raconte son enfance, et à côté, moi, j'étais Candy, hein, c'était les bisounours, à côté de son enfance. Et le gars raconte qu'il a une petite fille qu'il a réussi à éduquer grâce à le travail qu'il a fait sur lui, dans une parentalité bienveillante et non violente. Putain, si lui il a réussi à faire ça, je dois être capable de faire un truc un peu similaire. Donc je continue à creuser le sujet. Voilà, je me renseigne, je découvre du coup la parentalité positive bienveillante. Mais je suis quand même toujours face au constat d'échec de je n'arrive pas à ne pas crier sur mon enfant. Je ne suis plus violente avec lui. On était sur de la fessée, sur de la tape sur les mains. Je réussis à vraiment contenir, même si des fois je sais plus fort que moi, ça part, j'arrive pas à me maintenir et je ne comprends pas pourquoi. Du coup, je culpabilise, hein, comme la plupart des parents. Mettez un pouce si vous êtes dans la même situation. Donc je suis face à ce constat d'échec, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Jusqu'à alors, il y a eu la naissance de ma fille au milieu en 2020, où je l'accompagne j'accouche à la maison avec ma fille. Elle a vraiment un accueil idyllique. Vraiment, elle a été accueillie dans les meilleures conditions. Ma fille, c'est l'enfant la plus libre. Elle est libre. Voilà, elle est, je sais pas. Elle a un côté unique. Alors, après, tous les enfants sont uniques, bien sûr, mais vraiment, je saurais pas la qualifier. J'ai pas envie d'ailleurs de le faire, mais voilà. Elle a un truc de carefree. Elle a ce truc de liberté, voilà. Elle a un truc qui l'intéresse. Bon, je sais pas. Il y a un truc chez elle, mais je pense qu'il vient de son enfance, et voilà. Tout ça là, ça m'a nourri dans ma parentalité, de les choix que je posais, de vouloir faire les choses pour mes enfants. Donc d'expérimentation en expérimentation, je continue à avancer, mais je dirais que il y a ça dans 2020, donc j'accouche de ma fille. Et il y a 2022 qui aussi un moment pivot où je tombe sur la théorie polyvagale. Alors la théorie polyvagale, non. Il faut aussi faire le parallèle avec mon activité professionnelle. Je suis coach, je commence mon travail de coach en 2017. Je suis mes questionnements internes, et je teste. Je teste les outils, je teste les approches, et j'expérimente sur moi, sur mes clients, et j'expérimente, je vois les résultats. J'ai les résultats, je continue. Okay. Pas de résultats, j'arrête. Donc voilà, je fais mes petites expérimentations, mais je vois, que ce soit sur moi-même ou sur mes clients, les limites du travail du simple coaching, qui est bien, hein, qui fonctionne, mais qui, encore une fois, ne s'adresse que à 20% du système. Et donc, les résultats sont limités. Et moi, ma frustration, c'était, je ne comprends pas, j'aime ce que je fais, je ferai, pour rien au monde, je ferai autre chose, mais j'arrive à être productive, j'ai des idées, j'ai envie, j'ai l'envie qui est là, l'énergie, la motivation, pendant une semaine, et il se passe un truc, un commentaire de haters sur les réseaux, un client qui arrête, un client qui ou un entretien de préalable pour travailler avec moi. Et là, c'est arrêt total pendant 3 semaines. Plus envie, plus d'idées, anxiété totale, au fond du trou, laissez-moi tranquille. Et je ne comprenais pas. Mon cerveau, il interprétait ça comme t'es feignante, t'es nulle, t'es pas capable. Mais je ne comprenais pas le sens, la logique de ce système, de mon comportement. Je ne le comprenais pas, je le subissais, je ne le comprenais pas. Jusqu'à ce que je tombe sur la théorie polyvagale, qui schématise les états de survie à l'intérieur de toi. Cet état de figement, c'est l'état dorsal. C'est l'état qui vient de dire, le monde extérieur est trop dangereux. Viens, on se met dans notre grotte, en économie d'énergie, parce que l'énergie, c'est précieux. Le système nerveux, il se construit chez nous, mammifères, sur des millions d'années d'évolution de l'être humain. Et le système dorsal, c'est le système des cellules avant qu'il y ait rien sur Terre, tu vois, qui se mettait en veille qui pouvait se mettre en veille pendant des années, et qui après se remettait en fonctionnement. Mais c'est ça, notre système dorsal, il vient de là. Donc ce système de veille, économie d'énergie, il est ancré en nous. Tu peux pas lutter contre ça, en fait. Tu peux lutter en venant déconditionner ce qui a mis sa mise en place. Ouais. Je sais pas si tu me suis. Donc j'étais dans cet état. Donc je vois. Enfin, il y a d'autres. Bon, je finis l'explication du système de la théorie polyvagale. Donc ça vient schématiser
cet état qui s'est construit avec les années. Le reptilien, il y a un danger, je réagis, je me défends, soit je fuis le fugitif, donc le sympathique fuyant, soit j'attaque pour me défendre, le sympathique agressif. Et l'état ventral, on revient sur la branche parasympathique, c'est le haut de l'échelle. Donc il y a dorsal, fuyant, agressif, ventral, dans l'échelle du système nerveux, de la théorie polyvagale. Le système ventral, j'ai toujours cette image de la baleine qui flotte, qui fait ce petit chant là, qui mange son krill, qui est dans la mer, qui flotte, tu vois, qui est bien. Voilà, c'est le système ventral, tu vois. Tu suis le courant, tu te laisses porter. Enfin, tu te laisses porter. T'es dans le flow. Toi, t'es dans le flow. T'es en connexion avec toi-même, avec les autres. Voilà, t'es bien. T'es bien. Tous tes organes sont correctement irrigués. Ton cœur a son rythme normal. Tu as une bonne digestion. Voilà. Mais comme la plupart des gens sont traumatisés sont conditionnés, traumatisés par leur passé et ne s'en rendent pas compte, ils sont dans un système de survie agressif, fuyant, merci, dorsal. Du coup, subissent leurs états, mais ne comprennent pas ce qui se joue dans leurs états et viennent se juger quant à juste des états de survie de l'animal que l'on est et qui réagit à son environnement. Tout à fait logique quand tu le comprends. C'est ça que je disais tout à l'heure. On est parfaitement logique dans notre fonctionnement, ne serait-ce qu'il faut en arriver à comprendre tous les tenants et les aboutissants de notre fonctionnement. Il y a la théorie polyvagale qui m'a permis de comprendre ça, et il y a aussi la théorie de l'attachement, dans comment est-ce qu'on s'attache à nos parents. Donc, du coup, la plupart d'entre nous, on est dans des attachements insécures qui font que crée aussi la dépendance affective. J'ai besoin de l'autre pour me sécuriser parce que moi-même, je suis pas en capacité de me sécuriser parce qu'on ne me l'a pas appris quand j'étais enfant. Si j'avais reçu un attachement sécure, on me l'aurait appris, mais comme ça n'a pas été le cas, je suis dépendant de l'extérieur. Comme je suis dépendant de la nourriture, de substances et qui créent l'addiction, je suis aussi dépendante d'autres personnes pour venir me réguler et m'apaiser. Ouais. Et tu as parlé aussi de ta parentalité. Quand tu es devenu parent, le travail que tu avais entrepris, là, tu l'as continué. Dans quelles circonstances tu as voulu devenir parent, que tu es devenu parent, et est-ce que tu avais ce raisonnement-là de dire il y a eu des choses que j'ai pas encore réglées et va falloir que je les règle peut-être avant ou même pendant que je serai parent? Non, alors vraiment, je suis devenue parent à l'image de mon narcissisme. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, et si t'es pas content, c'est pas ma faute, c'est ton émotion, tu te le gères. D'accord. Je dis à mon conjoint comme ça, tiens, j'ai arrêté la pilule. Genre pas de sujet, tu vois. D'accord. Ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble, pas de sujet. Et il me dit, mais ça va pas, t'es malade. Il me dit, mais c'est pour parler, quoi. Mais non, je vais mettre 6 mois. Enfin, franchement, avant que ça arrive, il va se passer 6 mois avant que la machine se remette en route. Ouais. J'étais persuadée de ma connerie, hein, mais voilà. Lui, il était en colère, je lui dis, mais du coup, pour moi, il y avait zéro sujet, quoi. S'il devait se passer quelque chose, il faudrait attendre 6 mois. Donc, je te le dis là, ça fait 1 mois que j'ai arrêté. Je suis large. Tu vois? Je suis, attends, que je dise pas de bêtises. Oui, j'ai arrêté la pilule au mois d'août, je suis tombée enceinte en septembre. Voilà. Donc. Large. Donc, voilà. Donc, normal qu'il ait pas bien accueilli, mais moi, à l'époque, dans ma structure, mes décisions sont, répondre à mes besoins du moment. J'en avais marre d'acheter la pilule, ça me saoulait, voilà. Je tombe enceinte. Voilà. Bon, je sais pas, j'ai l'âge, vas-y. C'était même pas réfléchi. Il y avait zéro réflexion derrière. Il y avait zéro réflexion. C'était, voilà, je verrai bien comment ça se passe avec. Aucune responsabilité, aucune prise de responsabilité. Mais par contre, c'est pas comme si ma grossesse, tout ça, je m'intéresse, je me renseigne sur. Je veux faire bien les choses parce que j'ai aussi le côté perfectionniste de l'insécurité. Donc je veux faire bien les choses, je veux bien accoucher, je fais ça sans péridurale, tout ça. Je me renseigne sur l'allaitement, tout ça. Donc j'ai quand même ce truc de je ne veux pas être. J'ai quand même toujours ce truc de je ne serai pas mes parents. Ouais. Très égotique en fait, quand tu penses. Je ferais mieux qu'eux, tu vois, je serais supérieur à eux. Ça, c'est un truc aussi du narcissique inférieur supérieur, je serais supérieur. Donc, en pensant bien faire, je suis déjà en train de reproduire le schéma que j'ai connu. Ouais. Tu vois.
C'est ça qui est terrible chez beaucoup de parents, c'est que tu penses que tu fais bien les choses parce que tu appliques les dogmes ou les prédicats à ce qu'est un bon parent. Mais avant toute chose, en fait, qu'est-ce que c'est un bon parent? C'est un parent qui est capable de se mettre à la hauteur de son enfant et d'écouter son besoin émotionnel. Ça, c'est la base d'un bon parent. Après, que tu le fasses du Montessori, que tu lui donnes les purées bio, que tu le fasses... c'est quand même mieux que l'aspect matériel soit pris en compte, mais c'est vraiment très, très secondaire. C'est très, très secondaire. Moi, je privilégie toujours, et c'est vraiment, ça fait partie de mes valeurs fondamentales, la richesse émotionnelle à la richesse matérielle. En tant que qualité relationnelle ou qualité de relationnel que tu peux donner à ton enfant, être pauvre, manquer de moyens, c'est jamais agréable, c'est jamais... Mais si tu arrives à préserver ton enfant malgré les difficultés matérielles, je sais que c'est compliqué, des circonstances matérielles compliquées, enfin difficiles, si tu arrives à lui donner, à le préserver de ça, et à continuer à l'aimer, et à continuer à lui donner de la connexion, et de l'affection, et de la sécurité émotionnelle, tu vas le préserver du fait que tu galères financièrement. Et je sais que c'est compliqué parce que ton système nerveux, il est activé par le fait que tu es en difficulté financière. Donc, ton enfant, il va le sentir. Donc, c'est très compliqué comme situation. Mais si tu arrives à lui expliquer que c'est pas sa faute, que, voilà, il y a des difficultés financières, mais c'est pas sa faute et que peu importe ce qui vous arrive, tu seras toujours là pour lui et que tu l'aimes et que ça ne remet rien en question chez lui, c'est comme ça que tu vas le préserver. Tu vois, ça revient à ce truc de tu pourras pas préserver ton enfant de se faire mal. La vie, c'est la vie et il y aura toujours des moments où ça va être compliqué et il va falloir trouver des solutions pour sortir de ça. Quand tu lui apprends ça, si enfant, malheureusement, tu dois traverser tu dois le faire traverser ce genre de situation. Si tu lui apprends que l'amour inconditionnel existe malgré l'adversité et peu importe l'adversité, tu lui donnes les clés de la propriété. Tu lui donnes les clés de la vie à ton enfant. Tu lui donnes les clés plus tard pour peu importe ce qui va lui arriver. Il ne va jamais venir remettre en question sa valeur. Et il va toujours être tourné vers, moi, j'ai le pouvoir de trouver des solutions pour m'en sortir parce que j'ai ce terreau à l'intérieur de sécurité qui fait que, ce terreau fertile qui fait que je suis jamais en dorsal, je suis jamais en figement, je suis toujours en, qu'est-ce que je pourrais faire pour regarder mon environnement et me dire, pour trouver des clés, pour trouver des solutions à cette situation de survie que je dois traverser. J'ai pas le choix, mais j'ai cette ressource à l'intérieur. Alors que quand tu te construis dans ce manque de connexion, ce manque de sécurité, t'as déjà pas de sécurité intérieure, et en plus, il t'arrive un truc que tu sais pas gérer, extinction des feux. Procrastination. Laissez-moi tranquille. Je sais pas, je sais pas faire. Donnez-moi un truc pour me calmer parce que, oh, mon Dieu, on va tous canner, c'est la fin du monde. Ce que tu dis, ça fait écho parce que j'ai grandi avec ma grand-mère jusqu'à 6 ans au Congo. Et là, l'aspect financier était un gros problème parce que il est arrivé que nos repas, c'était un verre avec de l'eau dedans et du sucre. Et on achetait un morceau de pain et c'était notre repas de la journée. Mais par contre, si je disais aujourd'hui que j'en ai souffert, ça serait mentir. Parce que c'est pas quelque chose du tout pour moi qui m'a marqué au niveau de la souffrance. Elle me punissait parce que je faisais des bêtises, ce qu'elle considérait comme bêtises. Elle me faisait faire des punitions qu'on ne ferait pas aujourd'hui, mettre la tête à l'envers contre un mur, ça s'appelait le pied avant, mais faire le poirier en réalité. Elle prenait des brindilles où elle me frappait avec. Mais par contre, à côté de ça, elle témoignait d'un amour inconditionnel pour moi qui était immense. Parce que quand elle faisait son manioc, parce qu'elle pétrissait le manioc à côté, quand il y avait des scarabées, les scarabées colorés, verts, qui arrivaient, elle en prenait un. Systématiquement, quand elle faisait du manioc, elle en prenait un qu'elle me filait. Elle attachait un fil dessus et ça me faisait mon jouet de la journée. Elle me faisait toujours mon petit manioc exprès pour moi, qu'elle avait nommé exprès pour moi à côté. Et ça fait écho à ce que tu es en train de dire parce que effectivement, tu peux avoir des comportements qui vont potentiellement traumatiser un enfant.
qui vont potentiellement avoir un impact néfaste sur un enfant. Mais en parallèle de ça, s'il y a de l'amour et tu montres effectivement qu'il y a de l'amour et que certains comportements, tu t'en rends compte plus tard et que tu reviens dessus, ça peut se pardonner. Il y a des choses où tu peux te dire, bah c'est pas grave en fait, ça s'est passé parce qu'à côté de ça, j'avais quelque chose de bien plus fort que ça, de bien plus grand que ça, qui m'a permis de me construire aujourd'hui. Hein. Tu viens de m'ouvrir à peu près 10 tiroirs différents dans ma tête. J'essaie de les traiter un par un. Bon, on va partir de la grand-mère. Un truc une personne que j'ai pas précisé dans mon enfance, c'est ma grand-mère maternelle. C'était la mère de ma mère. Je peux pleurer. Donc elle, c'est la personne qui m'a justement montré cet amour inconditionnel. Si j'avais pas eu ma grand-mère dans mon enfance, qui pareil n'a pas été parfaite, c'est elle qui m'a dit que j'étais responsable d'avoir brisé la famille, tu vois. Mais elle a pu m'apporter cette chaleur, cette chaleur maternelle qui m'avait tant manqué, qui me manquait tant dans la relation avec ma mère, et qui a fait que plus tard, quand je l'ai senti dans mes couples, quand j'ai senti cette comment dire, je sais pas que c'était les copier-coller de ma grand-mère, loin de là, mais j'ai senti cette chaleur dans la relation. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, c'est quoi ce truc, j'en veux pas. Inconsciemment, bien sûr, personne ne dit non à l'amour, consciemment. Mais quand t'as pas du tout été habitué toute ton enfance à recevoir de la sécurité, de la chaleur, de l'amour, quand tu vas le rencontrer dans ta vie d'adulte, ton système va dire, c'est quoi ce truc, on connaît pas, c'est dangereux, c'est inconnu, donc c'est dangereux. Donc non, on n'y va pas. Et c'est pour ça que tu te retournes dans des relations toxiques, destructrices de l'enfer sur Terre. Donc, tu vois, il suffit d'une personne comme ça ressource dans ton enfance pour te permettre de te construire plus tard. C'est une question que je pose toujours à mes clients quand on est en appel de découverte. C'est quand ils me racontent leur histoire et que les deux parents étaient déconnants, je leur dis, quelle a été ta source de sécurité? Est-ce que tu as eu une source de sécurité dans ton enfance? Ah bah oui, j'avais ma grande sœur. Ah bah oui, j'avais ce grand-parent. Ah bah oui, j'avais la mère de ma meilleure amie. Toujours. Il y a toujours un espace qui permet à la personne de pouvoir se reposer sur quelque chose ou de pouvoir s'aider de ressources extérieures, mais de pouvoir les accepter dans leur vie plus tard pour pouvoir se construire, parce que sans ça, tu vas chercher la destruction. Parce que, en fait, comme tu t'es construit dans le chaos et que ton système n'est familier que du chaos, tu vas aller chercher à reproduire inconsciemment ce chaos dans ta vie plus tard. Donc tu dis, mais je comprends pas, je tire que des relations éclatées avec les hommes, j'ai enchaîné les relations toxiques, je suis passé d'un pervers narcissique à un narcissique, du coup j'ai arrêté parce que c'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus, tu vois. C'est jamais un hasard, c'est qu'il y a pas eu cet espace-là dans l'enfance. Donc tout ce que ton système ne connaît pas, il va le traiter comme l'inconnu, et l'inconnu c'est la mort, donc la mort on n'en veut pas. Donc on veut pas de cette sécurité. Donc ça faut vraiment apprendre à le déconditionner. C'est bien de ça tout l'intérêt du travail que je fais avec mes clients, c'est de déconditionner ces enfants qui ont vécu dans le chaos en venant connecter les enfants intérieurs qui sont, on va dire, t'imagines comme si tu avais tes petits enfants à l'intérieur de toi, tu vois, dans ton corps, qui viennent dire, ah mon Dieu, on n'a pas le droit de s'exprimer parce qu'on va se faire rejeter. Je veux dire, t'inquiète, je suis là, je suis l'adulte à tes côtés aujourd'hui, c'est moi ta figure d'attachement, c'est moi ton parent, et avec moi t'es en sécurité. Ah, t'es sûr? Ouais, bon, je suis pas parfaite, hein, c'est pas le sujet, mais je suis là, je suis consciente et je t'aime. Ok, cool, je peux les jouer alors? Ouais, vas-y, va jouer. Ok, je suis là, je gère, vas-y. Pour ça, il faut être en responsabilité. Exact. En fermant les yeux et en regardant derrière toi aujourd'hui, je pense que, d'après ce que tu nous as raconté, ce que tu m'as raconté, tu arrives facilement à identifier un moment où tu aurais eu besoin d'aide. Et ce moment-là, je voudrais que tu puisses te dire, cette aide-là que tu apporterais à ton toi d'avant, ça serait toi. Est-ce que tu pourrais me dire le moment où tu identifies que tu aurais eu besoin de toi, mais le toi que tu es aujourd'hui? J'aurais adoré à 20 ans tomber sur ma chaîne. Ouais. C'était il y a 20 ans, 22 ans, donc ça n'existait pas Instagram. Le gars qui a créé Instagram était même pas né, donc ouais, j'aurais aimé tomber sur ma chaîne et comprendre très tôt, voilà, si. Mais et encore, enfin, ce que je disais tout à l'heure, non.
parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas travaillé parce que voilà, peut-être que je serais tombée sur ma chaîne à 20 ans, je me disais qui cette conne, tu vois, parce que j'étais pas en capacité d'accueillir le message, j'étais pas du tout prête à entendre que tu étais un petit peu responsable de ta vie maintenant. Donc ouais. Et qu'est-ce que, si toi, tu pouvais t'adresser un mot à cette fille-là à 20 ans, qu'est-ce que tu te serais dit que tu aurais accepté de recevoir? Parce que tu as dit que tu n'aurais pas forcément reçu les conseils venant de quelqu'un d'autre. Mais là, si tu savais que c'était toi. C'est que tu n'es pas une mauvaise personne, tu es une personne blessée. Tu n'es pas, vraiment, personne n'est mauvais fondamentalement. Alors oui, si on parle dans le côté philosophique du bien et du mal, mais on est amené à faire des choses mauvaises parce qu'on a été conditionné à le faire. Alors après, il y a la partie génétique, on parle de ce que tu as reçu. Mais je pense que tout est déconditionnable. Dans le travail que je fais avec mes clients, je le choisis jamais, mais il peut arriver qu'on aille travailler sur la lignée de mes clients. C'est-à-dire, on va aller parler à l'arrière grand-père d'une cliente qui a vécu telle guerre, qui a dû tuer un homme. Une cliente qui est mariée avec des enfants et qui, on arrive... Enfin, elle voit l'image d'une dame avec une robe à lance, enfin, du 18e, avec plein d'enfants autour d'elle dans une maison. Elle est très triste et elle est seule. Et en fait, on va parler à cette dame, et cette dame, c'est son ancêtre. Son mari l'a quittée et elle est surtout avec tous ses enfants et elle ne sait pas comment faire pour subvenir à leurs besoins. Et chez ma cliente, il y avait un gros sujet de méfiance de l'homme, alors que son conjoint était la personne la plus adorable, je l'ai accompagnée aussi, c'était la personne la plus adorable du monde. Mais il y avait un gros sujet de méfiance vis-à-vis de l'homme, voilà, sur le qui-vive, avec son conjoint aussi, mais l'homme de manière générale. Et elle voyait ça chez toutes les femmes de sa famille, encore en vie, qu'elle avait connues. Donc quand tu vas voir à la racine, eh ben, tu comprends d'où ça vient et pourquoi c'est là et pourquoi toutes les femmes qui ont suivi ont reproduit exactement le même schéma. C'est ça qui est vachement intéressant quand tu vas aller travailler sur le corps et sur ton système nerveux, c'est que tu vas pas choisir, tu vas pas venir en séance et me dire allez, aujourd'hui on va aller travailler sur mon arrière-grand-mère. Non, c'est ton système qui te dit tiens, là dans le plexus c'est tout noué. Donc nous on va aller interroger le plexus, on va lui demander bah, pourquoi c'est noué dans le plexus. Il va dire bon, on se sent pas aimé. Quel âge on avait quand on se sentait pas aimé? Il va peut-être te dire 5 ans, il va peut-être te dire bah, on est né comme ça. Ah, t'es né comme ça? Ça vient de ta lignée peut-être. Ça vient d'une vie antérieure. Je sais que ça peut en perdre certains. Mais voilà, moi-même, j'étais pas très vie antérieure avant de faire ce travail dans le corps. Et c'est le fait de travailler dans le corps qui fait que bah, c'est mes clientes qui me disent bah, non, c'est pas ma lignée, c'est pas mon enfance, mais c'est quelqu'un que je vois. C'est quelque chose. C'est toi dans une autre vie. C'est toi qui as expérimenté quelque chose dans une autre vie. Oui. Et j'ai vraiment des trucs dignes de scénarios d'Hollywood. Qui ont avec des scénarios, des vies antérieures qui reviennent et qui n'ont pas été le poids de l'émotion, c'est réincarné avec la personne. Et elle continue à vivre l'émotionnel lié à cette vie antérieure. Souvent, c'est lié à des morts, des grosses injustices, des morts, je me suis fait rejeter du village, j'ai été brûlée. On a abordé, tu as abordé un point qui est, et tout à l'heure aussi on l'a abordé, c'est ce qui est inscrit aussi dans les gènes. On hérite plein de choses de nos parents, mais aussi ce qui n'est pas forcément génétique. On pourrait presque parler de épigénétique parce que les gènes, d'une partie, c'est ce qui va coder chaque partie physique et physique matérielle palpable d'un corps. D'un être vivant, et puis tu as l'épigénétique qui est à côté, ce qui est totalement à côté des gènes, mais qui influence quand même ce qui va ressortir de l'être humain ou de l'être vivant de manière générale. Et cette épigénétique, qui était finalement les traumas familiaux qui ont perduré, qui ont persisté dans une famille, dans une lignée, comment tu as pu t'en défaire, enfin, toi, tu as pu t'en défaire, tu as pu en prendre la distance qu'il a fallu pour te
pour te libérer après. Oui, donc ce qui m'a permis de me libérer, c'est de venir parler à ces enfants intérieurs, de leur dire que maintenant ils sont en sécurité, c'est moi leur... Et même encore aujourd'hui, quand il m'arrive quelque chose, encore il y a quelques semaines, je me suis fait réflexion tellement c'était évident. J'étais avec un état émotionnel, j'arrivais parce qu'il venait de m'arriver un petit truc, et je sentais une angoisse dans le plexus. Et il m'a suffi d'aller parler à mon plexus pour lui dire bah alors qu'est-ce qui se passe Ah oui, c'est parce qu'il s'est passé ça. Bah oui, je comprends, oui, c'est sûr. Et dans l'instant, ça a dissipé parce que je suis venue comprendre mon état interne. Je suis allée parler à l'endroit qui avait besoin d'être entendu. Je l'ai compris et je l'ai rassuré. Et il n'y avait plus de sujet après. Donc ça, c'est la clé de la résilience aussi, de plus laisser être piégé par ces états émotionnels, mais les écouter, les rencontrer, les libérer si besoin, et pouvoir se concentrer sur pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en action. Prendre conscience que ces états existent, que ces émotions existent et que ça nous construit aussi et peut-être voir comment ça peut coexister. C'est ça. Oui, c'est ça, ça coexiste, c'est là, mais c'est plus eux qui ont besoin de piloter le bateau. C'est ça. C'est plus eux qui sont en charge de notre survie. C'est nous qui sommes en charge de notre vie. C'est tout à fait différent comme ressenti, expérience user. Totalement. Si l'enfant à qui tu étais en train de parler tout à l'heure, il y a quelques instants, te voyait aujourd'hui et voyait cette évolution qu'il y a eu, tu penses qu'elle te dirait quoi? Elle me dirait, on est vachement vieille. On est méga vieille. Et on est très stylé. Ouais, c'est vrai. Non, je pense qu'elle me regarde avec des yeux de fierté. De fierté de, wow, on s'est pas laissé abattre par tout ce qu'on a dû traverser. Et encore, celle de 7 ans, elle ne sait pas encore ce qui l'attend derrière. Elle est encore un peu sous la pédale. On l'a pas laissé nous... Et puis tu m'as écouté en fait. Tu m'as écouté et tu as écouté ce qu'on voulait faire. Parce que c'est ça aussi, hein, venir reconnecter avec ses enfants intérieurs, c'est connecter à ce dont on a dû se couper étant enfant. Donc, cette joie, cette insouciance, cette nature d'émerveillement du monde et des choses et des gens. On doit s'en couper parce que les traumas en font ainsi. Et là, en venant se reconnecter à ses enfants, on reconnecte à cette partie-là qui demande qu'à être exprimée. Et pour moi, le coaching et le fait de transmettre ça à mes clients, venir libérer ça chez eux et leur permettre de ne pas faire vivre la même chose que ce qu'ils ont vécu eux enfants à leurs propres enfants, elle me regarde et me dit c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop stylé. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui nous entend avec les micros qu'on porte, le message qu'on livre là, la discussion qu'on a est écoutée par toute la Terre, qu'est-ce que tu aimerais que ces personnes entendent? Qu'est-ce que tu aimerais que ces personnes retiennent? Arrête de te porter des jugements de valeur. C'est juste ton cerveau qui a besoin de mettre de la cohérence sur qui vous êtes. Et tout ce qu'il va te dire, c'est de la merde. C'est faux. C'est pas ça. C'est pas la vraie. C'est pas ce qui se joue véritablement à l'intérieur de toi. C'est pas la vraie information. Et juste par du principe que là, t'as pas toute l'information. Donc quand tu t'entends te juger, apprends à mettre de la distance face à ces jugements parce que c'est pas la vérité. C'est pas la bonne information. C'est juste ton conditionnement qui t'amène à penser ça, mais c'est pas ce qui se joue véritablement. Et ce qui est fascinant, plus tu travailles sur toi, plus tu avances, plus tu te libères, et moins tu te conditionnes. Non, pas con. Moins tu t'étiquettes. Moins tu te dis, je suis comme ça, je suis comme si. Tu es, en fait. Tu es et tu n'as plus besoin de t'identifier à quoi que ce soit pour être. Tu es de manière inconditionnelle et si tu plais pas à quelqu'un, désolé, j'ai que moi à disposition. Si ça te plaît pas, faudra aller chercher ailleurs parce que j'ai personne d'autre à te présenter. Parce que je n'ai plus besoin de répondre aux besoins émotionnels des autres. Donc vraiment, se départir de ce rejet de soi, si tu veux pouvoir avancer, si tu veux aller dans le bon sens, si tu veux ne pas répéter en boucle les mêmes schémas, c'est vraiment essentiel selon moi et c'est une des premières étapes. Après, chacun a ses propres premières étapes, mais pour moi, ça fait vraiment partie de la conscientisation de plus je me dis que je suis ceci et cela, et plus je renforce le fait que je suis ceci et cela, et plus je m'enfonce plus profond dans une impasse. Parce que la solution, elle n'est pas là. La solution, elle n'est que dans ton corps.
Et comme on est dans une société qui nous conditionne à se surinvestir dans le mental et à ne surtout pas écouter son corps, merci les burn-out, on donne beaucoup trop de crédit à ce que nous dit notre mental et on n'écoute pas du tout ce que nous dit notre corps, alors que ton corps, il hurle. Il te hurle des trucs. Quand t'as une boule dans la gorge, quand t'as une plaque dans la poitrine, quand t'as un nœud dans le plexus, quand t'as le bide en vrac, ton corps, il te hurle un message. Et toi, bah, tu l'ignores. Ouais. Tu te dis que t'es nul, que t'es pas capable, que t'es pas à la hauteur, que t'es pas aimable. Et si tu avais un message ciblé à glisser à l'oreille des parents toxiques, mais qui ne s'en rendent pas compte ou qui fuient cette réalité, alors que leurs enfants leur dit qu'il y a un problème, qu'est-ce que ça serait ce message? Question de ouf. Ouais, question de fou. Parce que en fait, j'ai plusieurs approches qui viennent en tête. J'ai pas envie de les culpabiliser, ces personnes. Ça sert à rien de culpabiliser les gens. Ils le font déjà très bien eux-mêmes. J'ai juste envie de leur dire que la situation est d'un gâchis monumental. Parce que la plupart des gens, ils aiment leurs enfants. Tu vas avoir des cas de personnes qui sont absolument incapables d'empathie, d'amour, quoi que ce soit. C'est juste, toi, t'es blessé, le parent toxique, t'es blessé, et en fait, sans t'en rendre compte, tu blesses ton enfant. Parce que toi-même, t'es blessé, t'es comme un animal qui s'est fait mal, et toi, tu viens, tu veux le soigner, alors même si c'est pas le job de l'enfant, on s'entend, tu veux soigner l'animal, et l'animal, il te griffe. Tu vois, tu fais mal à l'autre parce que toi-même, t'as mal. Donc, c'est un énorme gâchis. On voit que t'as ce recul sur la situation, sur ton vécu, sur tes émotions. Est-ce que t'as construit une carapace pour avoir ça, ou est-ce que tu te sens libéré réellement? Ah, mais si j'avais construit, enfin, la carapace, je l'ai pété avec le narcissisme. En fait, la carapace, c'est une fausse illusion. Tu crois que tu te protèges, tu crois que tu es en contrôle. Mais tu contrôles que dalle. Parce que tu contrôles pas ton émotionnel à l'intérieur, tu donnes juste une image qui laisse penser que tu le contrôles. Mais tu contrôles que dalle. Tu subis, tu t'aimes pas ta vie, tu reproduis des schémas en boucle et tu le vois et ça te rend fou. Jamais de la vie, une carapace, c'est vraiment ça. C'est une illusion. C'est du faux contrôle. Le vrai contrôle, il est quand tu as cet espace à l'intérieur de toi d'accueillir tout ce qui a besoin de l'être, tout l'émotionnel qui a besoin de l'être, pour pouvoir comme je disais, le libérer, le réguler. Quand tu as cette capacité de régulation, tu n'as pas besoin de te protéger. Tu dis, vas-y la vie, bring it on, game, vas-y, je joue, je suis là pour jouer. C'est ça, la vie c'est un jeu, là. On dirait vraiment un question. On est game, les gars. On est, voilà, on y est vraiment. Tu vois, on en a qu'une et elle dure pas longtemps, donc autant y aller à fond. Tu vois, autant c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Enfin, quand t'as plus tes boulets traumatiques à te traîner. Ouais. Et si tu pouvais passer le micro là à quelqu'un que j'essaierais de faire venir dans le podcast, tu voudrais passer le micro à qui? Ah, j'ai pas d'amis. Non, j'aimerais trop que mon frère, il vienne, mes deux frères, ils viennent. On est, tu sais, l'effet leur vécu, miroir, enfin miroir, pas miroir, mais parce que c'est trop intéressant en fait de voir la perspective d'un siblings, d'une personne de ta fratrie, mais qui n'a pas eu, voilà, qui va peut-être parler de moi vite fait, mais qui n'a pas du tout le prisme que moi j'ai pu avoir sur notre enfance, même s'il va y avoir des convergences, mais on n'a pas, on aura, voilà, c'est ça fascinant parce que ça va donner deux histoires complètement différentes, même si elles se sont passées au même endroit, au même moment. On va avoir deux trajectoires qui n'auront rien à voir, et ça explique aussi que t'as des enfants d'alcooliques, il y en a un qui devient alcoolique et l'autre il devient, il se construit et il arrive à créer, mais avec d'autres traumas du coup, mais s'il fait pas le travail, voilà. Mais bref, c'est vraiment fascinant de voir les chemins de personnes qui viennent du même endroit mais qui n'arrivent pas du tout, qui ne à la même destination. Ouais, à la même destination.
Bah, ça serait un plaisir, en tout cas pour moi, de pouvoir les recevoir et discuter de tout ça avec eux. Trop Yes. Et bah, Xavier, super. Xavier, t'es le prochain. Ouais. Let's go, Xavier. Donc, on se fait un clap de la fin. Ok. Parce que c'est la fin de l'épisode. Tu voulais rajouter quelque chose? Bah merci de m'avoir Merci accueilli. à toi. C'était C'est vrai. vraiment, en préparant l'épisode, je te disais, la qualité des questions définit la qualité de ta vie. Ouais. Bah, pour le coup, la qualité de tes questions ont défini la qualité de l'épisode. Donc, merci. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi d'être venu et c'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets. Merci. Clap. Yes. Oh là là, quelle synchronisation, c'est incroyable.